Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au conseil municipal pour cette séance du 30 octobre 2025. Aux questions qui ont été posées dans le public la dernière fois, il y avait deux questions de monsieur Bouessoff. La première qui était relative aux panneaux que vous demandiez par rapport au secteur des cités-jardins pour interdire le dépôt d'ordures à proximité de votre domicile. Donc il y a une parcelle communale là, donc le panneau est commandé. Donc voilà, il sera posé. J'espère que ça suffira à dissuader les gens. Et la deuxième question, c'était par rapport aux coupes de bois. Donc effectivement, il y a eu cette coupe qui a été faite au niveau du département. C'est des gens du département qui sont venus s'entraîner. Il y a une demande qui a été formulée qui n'était pas claire du tout et qui n'était pas de cette ampleur-là. Et il y a eu une mauvaise compréhension dans les services et il n'y a pas eu de validation des élus. Donc c'est pour ça qu'on tombait un peu des nues l'autre fois. Donc voilà, il y a eu un cafouillage, mais cette coupe a été réalisée pour un stage de bûcheronnage pour les employés départementaux. Le problème, c'est qu'ils ont coupé des arbres qui n'auraient pas dû l'être, et beaucoup plus que ce qui aurait été demandé initialement. Donc voilà, on a fait savoir notre mécontentement, et on a dit au service de faire en sorte que ça se reproduise On a pas. vu avec Jean le lendemain. Ouais. Il Non, mais bon, nous, trois grosses chiquettes comme ça. je sais. Sèches qui n'ont pas été coupées. Donc les services espaces verts ont fait le nécessaire pour évacuer les bois, mais bon, voilà, on n'était pas contents. Surtout qu'il y avait déjà eu des travaux de réaliser dans le quartier. C'était pas du tout nécessaire de faire à cet endroit-là. On a des forêts où des fois on a des problèmes, enfin des fois régulièrement des problèmes de scolytes. On aurait peut-être pu voir avec l'ONF pour transporter ces gens-là sur les sites pertinents. Bon, c'est comme ça, mais bon, en tout cas, c'était pas validé par nous et j'espère que ça se reproduira pas. Voilà, donc c'est terminé pour les questions du mois dernier, enfin de ce mois-ci, parce que c'était le 9 octobre. Est-ce qu'il y a des questions dans le public avant qu'on démarre le conseil? La citoyenne, monsieur. Ouais, bonsoir. Monsieur Cotin, bonsoir. Je voudrais signaler là l'autre jour, le jeudi 9, au début d'après-midi, je circulais avec Serge dans la route de Champlain. Et au niveau vous savez qu'il y a le Merdoré là qui passe et Ouais. tout là, il y a la balayeuse qui arrivait dans l'autre sens et qui nous a accrochés. Ah mince. Et bon, on était serrés alors Serge a klaxonné pendant un grand moment et Ah bon. il est parti. Bon. Alors donc, bon, c'est un peu dommage, quoi. Bah bien sûr, c'est pas normal même. C'est pas normal, il a accroché l'aile Il arrière. il Bon, l'a vu? Il s'est rendu compte ou pas? Je pense pas. ben, on a klaxonné et puis bon, Ouais, mais il a bien vu qu'on était arrêtés et puis bon. Ouais. Alors Bon, ça vu fait- qu'il aurait pu, disons que c'est vrai que vu qu'ils ont les volants à droite, il pouvait quand même, il aurait pu se garer, mais non, il a filé. Alors bon, Le directeur général des services est là, il prend note et puis il fera le nécessaire demain. Donc, au moins qu'il, voilà quoi. Et puis pour l'assurance surtout, monsieur. Non, mais il n'y a pas ça a simplement tapé, mais ça n'a pas rayé. Ouais, bah bon. Non, c'est Bon, enfin, simplement au moins qu'il aurait pu s'arrêter et puis qu'on voie quoi. On fera le nécessaire. Bon, d'accord. Et j'aurais voulu savoir les terrains qui sont. Vous savez que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait eu le gros nid de frelons asiatiques en bas de Quechua. Oui, Hein. Les terrains qui sont au bord d'arbres, là, ça appartient à qui? C'est à SN3A. SN3A. ouais. Ah bon, d'accord. Non, c'est ce que je voulais Et savoir. le nid de frelons asiatique, en fait, il a été signalé et le spécialiste de destruction des nids nous a dit que c'était pas la bonne période. Normalement, il était vide à cette période-là, c'était pas nécessaire d'intervenir. Voilà. Il y a un site internet où on peut, je suis jamais allé le consulter, mais il y a un site internet où on peut répertorier les nids qui ont été vus. Hum. Et je crois qu'il y a celui-ci. Voilà. Il y en a eu d'autres sur Passy, manifestement. Et là, il y en a. J'ai vu Gilles Durand, là, celui du Richer École. Il m'a dit tout à l'heure, il m'a dit qu'ils en avaient détruit un juste en dessous de l'église de Saint-Gervais. D'accord. Ok. Enfin non, je voulais savoir qui c'était les terrains. Là, c'était à Là, non. Là, toutes les berges, là, Ouais. alors, je me tourne vers Alain. Hein. Les berges sous Quechua, au niveau, c'est tout SM3A ou. Normalement, il y a le domaine public fluvial de l'État et une partie SM3A. Ah bon, d'accord. Bon, il faut regarder au cadastre exactement, mais Bon, ben voilà. voilà. Merci. Merci. Bon, frelon asiatique, c'est clair, c'est une vraie plaie parce que là, par nid, j'entendais la population. Ah oui. Je crois qu'il y a 15 000, il disait, hein, on était justement à l'inauguration du parc du SM3A et ça va très très vite, quoi. Oui, oui. Monsieur Soudan. Non, c'est bon. Ah bon Voilà. Ok. Oui, monsieur. Bonsoir, Michel Marais. Monsieur le maire, pourriez-vous faire un point de situation sur les hôtels qui sont en construction? Alors, non, il n'est pas encore en construction, on aimerait bien. Ils vont être Il y a du retard à l'allumage au niveau des hôtels. On rencontre le porteur de projet vendredi prochain.
on lui met un peu la pression parce qu'on attend depuis un petit peu trop longtemps à notre goût. Manifestement, il a eu des soucis avec un des exploitants, parce qu'en fait, ces opérations-là, il faut savoir que c'est en général des opérations à plusieurs acteurs. Il y a celui qui construit, il y a ceux qui financent, il y a ceux qui construisent et il y a ceux qui exploitent. Et l'entreprise qui exploite l'hôtel n'est pas forcément propriétaire des murs, même rarement, notamment avec ces grands groupes-là. Voilà. Donc apparemment, il y a eu quelques ajustements, donc on l'a convoqué, on le voit vendredi prochain pour qu'il nous fasse un point de situation. En tout cas, nous, les deux permis sont acceptés, ils sont validés par les commissions de sécurité des pompiers, ils sont purgés de tout recours, donc ils peuvent démarrer le plus vite possible. Voilà, donc après, on verra quelle suite à donner si effectivement on a encore du délai comme ça, parce qu'on a potentiellement d'autres personnes intéressées. Voilà. Et puis la construction qui a démarré, donc c'est le terrain de padel. Hein, donc lui, il sera livré fin mars normalement. Alors les terrains de padel, parce qu'il y en aura 4 couverts et un seul découvert. Et ceux-ci seront livrés fin mars. On a eu l'argent est encaissé par la commune. Hein, donc je vous rappelle, hein, l'opération c'était 1 150 000 hors taxe d'aménagement avec les réseaux, les transformateurs. Et là, on a vendu pour 550 000 € le premier terrain. Voilà. Donc au bout de 2 terrains, on sera à peu près rentré dans nos frais. Les 2 autres, ce sera des recettes supplémentaires pour la commune. C'était aussi l'objectif de l'investissement. Voilà. J'ai une seconde question. Oui. Les montants vélo, est-ce qu'il est prévu de les abriter des intempéries? Alors pour le moment, les montants vélo, c'est la Comcom, hein, on finance avec la Comcom. Je n'ai pas souvenir qu'on ait prévu d'abri, mais je me suis posé la même question. Voilà, je pense que dans des territoires comme le nôtre, ça mériterait peut-être, et surtout qu'il y a des sites d'altitude. Il y en a au Contamine, il y en a à Saint-Gervais, il y en a à Combloux. Bon, là, c'est pas Lyon l'hiver quand il pleut. Je pense que ça pourrait être intéressant. En tout cas, ça marche bien. On a fait un point de situation il y a 2 semaines avec le service transport. Il y a 4500 km qui ont été parcourus et plutôt une bonne utilisation pour le moment. C'est assez facile, plus que l'autopartage, parce que les vélos, on les prend à un point A, on les pose à un point B. Donc pour la commune de Passy, l'axe principal, c'est Gare de Chède, le Fayet. On en a mis aussi sur les terrains pour les futurs hôtels, hein, ils sont prêts, justement pour alimenter ce secteur-là. Il y a un axe qui fonctionne très bien, c'est la gare du Fayet-Saint-Gervais jusqu'à Salanches. Donc voilà, c'est les axes principaux, mais il y a aussi des gens qui montent du Fayet à Saint-Gervais, même au Contamine. Donc on voit que ça correspond à une certaine demande. Alors avec le froid, on nous a fait un peu la remarque, les batteries sont moins résistantes, c'est normal, donc elles perdent un peu plus de puissance, mais sur l'appli que les gens téléchargent, vous avez un visu sur le niveau de batterie, sur le nombre d'arceaux disponibles pour poser le vélo, donc il y a tout un tableau de bord, c'est très très bien fait. Voilà. Donc on est plutôt content. On en a mis 5 dans la zone, la PAE du Mont Blanc à proximité de chez Jackie Frères, Sommer, également dans la zone économique. Merci. Donc l'abri, c'est à noter, j'en reparlerai avec la Comcom. Merci. Mais j'espère qu'on pourra déployer d'autres sites, hein. Il y en aura peut-être d'autres, probablement au plateau d'Assy, ça peut être envisageable. Donc on verra, là on va déjà digérer cet investissement-là avec la Comcom, et puis on verra si d'autres sites sont prévus. Mais en tout cas, ça prend plus rapidement que l'autopartage. L'autopartage Cities, c'est un vrai changement de culture. Les gens ont du mal à passer le pas, c'est normal, on est dans des territoires où il y a peu de transport, on n'a pas la culture du transport. On a l'impression de payer cher alors que par rapport au coût de sa propre voiture, c'est beaucoup moins cher. Sauf que sa voiture, quand on met le pied dedans, on ne se rend pas compte de ce que l'on paye en termes d'assurance, d'amortissement, d'entretien au kilométrage. Voilà. Sauf que quand vous regardez l'indemnisation, par exemple sur le cheval fiscal pour des notes de frais, vous voyez le prix du kilomètre, c'est tout de suite plus la même histoire. Voilà. Donc là, c'est pareil, sur ces modes de transport, ça marche plutôt bien dans les bas de vallée. Salanches, il y en a 2, on en a mis 2. Une à Saint-Gervais à la gare, c'est évident, sur les 2 points. Au plateau d'Assy, on a eu une trentaine d'utilisations. On s'attendait un peu mieux, surtout avec le sondage qu'on avait fait. Et voilà, il faut que ça rentre un peu dans les mœurs. La commune a pris un abonnement pour ses agents là-haut également, pour faire tourner un peu le véhicule. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Monsieur Boissoff? Il va falloir que vous fassiez quelque chose pour la maison à Évariste Astori. L'année passée, je vous l'avais signalé que du bâtiment en face, ils ont placardé la façade avec des œufs. Au mois de juin, ils ont encore placardé avec des œufs.
Et là, le week-end passé, encore placardé avec des œufs. C'est avenue de la Plaine, avenue de l'Aérodrome. Oui, Ouais. avenue de l'Aérodrome. Ouais, ça s'est pas arrêté à Parce cette. qu'il a beau téléphoner au 17, mais plus personne bouge. Ouais. On dirait qu'ils ont peur de la racaille, tout ça. Alors, c'est pas, il n'y a pas que la maison de ce monsieur, malheureusement, il y a aussi des appartements dans les immeubles voisins. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé un courrier pas plus tard que cette semaine, où bon, il y a deux, trois individus là qui posent problème, qui font des allers-retours vers des sites dédiés à ce genre de personnes, mais oui, on a un problème là. Là, j'ai Après, pris des photos, j'ai mis sur Internet. On voit encore les mais coquilles d'œufs sur la photo. alors en plus, il y a des problématiques. Normalement, dans ces immeubles-là, c'est un bailleur social 3F qui gère et qui nous avait dit qu'il y aurait un concierge à l'année, ce qui est très bien, parce que les concierges, ça permet d'entretenir et puis de faire un peu le lien social, voire de tirer les oreilles. Et c'est très aléatoire. Donc là, il y a de nouveau quelqu'un, mais il n'y a eu personne pendant plusieurs mois. Alors nous, on a signalé ça déjà à l'APM et on y va malheureusement un peu régulièrement dans le coin. Les pompiers aussi. Hein. Les gendarmes, je repasserai le message s'il faut qu'ils soient plus réactifs si on les appelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce monsieur, il a une épouse lourdement handicapée. En plus, ouais. Alors si à chaque fois c'est... Non, mais il n'y a rien qui excuse, c'est pas admissible. Voilà. Mais il va falloir faire quelque chose. Hein. Note, Sandra. Et puis une autre question. Vous louez le parking du cimetière de Chède à une entreprise, non? Pourquoi? Il y a 6 fourgons là-bas de Saint-Gervais-les-Contamines garés depuis longtemps. Là. Ah bon? Des Oui, il y a un moment qu'ils y fourgons, sont. oui. Il y a un moment ouais. déjà. Ah oui. Je vous avais parlé de la dame qui avait traversé le cimetière en voiture. Oh, la dame, on s'est renseigné, j'en ai parlé avec... c'est une dame qui a une hypoglycémie, Ouais. qui est tombée dans les pommes. En tout cas, Et les 6 fourgons, là, Ouais, ça j'ai fait pas un vu. moment qu'ils y sont. Ok, Hein. ça marche. Falloir faire bouger l'APM pour qu'ils aillent voir qu'est-ce que c'est que ces C'est fourgons. bizarre. Sur le parking devant le cimetière? Oui, devant le cimetière, les 6 fourgons. Hein, tu les as vus? Ils sont au fond. Ouais, tous alignés. C'est quoi? C'est les remontées mécaniques ou c'est la commune? On ne sait pas, c'est marqué Contamine Saint-Gervais dessus. Non, je Non, non. crois que c'est Borigny qui est stocké à la Oui, moi, paix je crois que sur l'affaire, si je puis. D'accord. C'est beau. C'est jamais les mêmes. D'accord. Ah, c'est pour le moment, Les c'est les sociétés de mêmes. transport. Ça fait 4 jours que j'y Ouais, c'est vais, société de c'est les transport. Ça mêmes. fait 4 jours que c'est les mêmes, mais ça dure depuis 1 an. Et c'est jamais les mêmes. Ouais. C'est des voitures en transit, je pense. Ouais, ok. Bon, on va voir avec la PM. Ça marche. Et puis une dernière question, la rue du Mont-Blanc, à côté des garages des cités-jardins, va falloir faire quelque chose. Il y a des trous, va falloir les boucher, ça. Parce que quand on bouche les trous, on les bouche pas avec la roue du fourgon. On les bouche avec une dame. Je comprends pas. J'ai déjà vu boucher avec la roue du fourgon, là, les trous, avec le goudron. Quand? Il y a pas longtemps. C'est fou. Hein. Déjà à cet endroit-là, ça a été bouché comme ça. Et là, dès que ça passe à un autre fourgon, il embarque tout le goudron non, mais et puis le trou, il reste encore. Bon, on vous a dit, on fera pas la rue tout de suite. On sait que ça fait partie des points sensibles. Il y a tous les réseaux à refaire. Mais par contre, pour boucher les nids de poules, je suis d'accord, on peut faire mieux que ça. Le pneu, c'est pas top, surtout que ça répartit quand même bien la masse. Donc, Ouais. bon, on le note. Ça marche. Faut y aller à la dame. Ouais, on passera le message au responsable voirie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah. Ouais, monsieur. Oh, excusez-moi. Non, mais allez-y, allez-y. J'y vais. Serge Costa, bonsoir à tous. Concernant la chaufferie, question sur la chaufferie, on s'est aperçu que le bois était stocké à l'extérieur, On nous sous a la déjà dit pluie. ça. Et on se pose des questions sur le rendement et la pollution due à la combustion de bois humide. Ouais. Alors, on nous a envoyé des photos déjà, effectivement. Ouais. C'est pas prévu pour ça, d'une part. Alors, je sais pas si c'est récurrent, c'est arrivé une fois ou deux. Et Pas là, récemment, depuis quand même. Si, là, depuis 3 semaines, le bois est dehors. Hein. D'accord. Enfin, on voit bien qu'il n'y a pas assez de place dans le stockage qui est à l'abri, là. Et donc, les camions vivent à l'extérieur. Pas assez de place, le volume, il est énorme, donc ça me paraît bizarre, mais bon. Enfin, pas- j'ai pris des photos aussi, mais on voit Ouais, bien non. que le bois arrive. On a déjà relancé le CIAN à ce sujet-là, et j'ai plus la réponse en tête. Je regarderai tout à l'heure, je vous dirai éventuellement. D'accord. De toute façon, le CIAN, ils viennent début novembre pour présenter au conseil d'administration ou fin novembre. Ou fin novembre, les premières données d'analyse en termes de qualité d'air. D'accord. Mais on leur repasse le message. T'as la réponse, toi? La réponse est simple, c'est le bois qui est dehors, il n'est pas destiné à brûler. C'est celui qui avait des défauts.
D'accord. Justement, le problème, quand ils ont un problème intérieur. Donc, il était stocké, il n'a pas été brûlé. On ne peut pas brûler là-bas dans la chaufferie un bois qui a plus de 30%. 35% D'hygrométrie. d'humidité, pour le rendement. Et comme on est surveillé en continu sur les fumées, donc il y a un enregistrement en continu, donc on ne peut pas se permettre de dire j'en glisse un peu de temps en temps. C'est pas possible parce que c'est instantané sur les fumées. Donc c'est. Ouais, par contre, c'est pas très malin de le stocker à l'extérieur au passage. Donc Ça, on c'est passera. l'exploitant. Ouais, mais on passera le message. On fera passer le message parce que l'exploitant, il n'a pas respecté les consignes du CIAT. C'est ça. C'est en dehors de l'enceinte du SAG. On les a déjà alertés là-dessus, donc pas de souci. Ok, alors deuxième question, c'était sur la modification du PLU. Là, j'ai vu le rapport du commissaire enquêteur. Ouais. Alors, c'est pas sur le fond, c'est sur la forme. On trouve en fait le regroupement des contributions anonymes et des contributions nominatives avec le même numéro d'adresse IP. Ça, c'est le rapport. Donc, avec des contributions nominatives, on sait tout de suite d'où vient la source. Et donc, ce qui était anonyme ne l'est plus, quoi. On perd totalement l'anonymat. Il n'y a plus de garantie sur l'anonymat. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une anomalie ou un vice de forme? Parce que, honnêtement... Non, mais l'adresse IP, personne n'est capable de la détecter. Ah, mais... Une adresse IP, c'est une suite de chiffres. Ah non, mais visiblement, le commissaire enquêteur, il est capable, puisque lui, il a regroupé, en fait, sous un même nom, donc le nom d'une personne, les contributions de cette même personne qui sont anonymes ou qui sont nominatives. Il les a remis tout ensemble sous le nom de Monsieur Untel. Voilà. Après, sur une enquête publique, entre nous, l'anonymat, il ne devrait pas être là. Hein. Une enquête publique, les gens, ils doivent avoir le courage de leurs opinions. Enfin, c'est pas catastrophique de faire des remarques avec son nom. Hein. C'est la démocratie aussi. Hein. Bien mais je ne sais pas comment il est organisé. Hein. Belvin, ça dit quelque chose? Moi, ça m'a pas... Nous, on s'est surtout astreint à répondre aux questions du commissaire enquêteur. Et sur la présentation même, on vous fera une réponse la prochaine fois au conseil. Mais je pense, parce que bon, si l'anonymat, comme vous dites, n'a pas raison d'être, il faut l'enlever. Ça veut dire que toutes les contributions sont nominatives. Elles ne peuvent pas être anonymes. Alors que là, c'est le cas, en fait. Après, ça ne change pas le fond. Ça ne change pas ni le fond des contributions, ni les réponses à apporter. Non, bien d'accord. Mais bon, c'est simplement un vice de forme, quelque part, une anomalie quand même. Hein, parce qu'on ne peut pas dire qu'on contribue de façon anonyme alors que ça ne l'est pas. Après, on prend en compte plusieurs contributions qui ont pu être regroupées en une, puisque ça traitait du même sujet. Donc, du coup, le commissaire enquêteur, même si c'est anonyme, il prend en compte les remarques et les observations. Nous, on est là pour donner des réponses, quelles qu'elles soient, mais d'où elles proviennent, pour pouvoir être le plus clair possible par rapport aux motivations de la modification du PLU, en fait. Ah, mais je suis d'accord sur les réponses. Mais la question, c'est pas forcément le même sujet qui est traité dans toutes les questions, quoi, dans toutes les contributions, qu'elles soient anonymes ou nominatives. Donc c'est pour ça. Je trouve que c'est un peu limite en fait en termes de respect du droit. C'est lui l'expert. Voilà. Et donc si c'est autorisé, bah ok, on dira rien. Mais si ça ne l'est pas, bon. Je ne pense pas qu'il y ait une entorse au droit de quoi que ce soit, parce que la procédure, elle est cadrée. Hein. Le commissaire enquêteur est désigné par le tribunal administratif et il est censé être le sachant et c'est lui qui nous aide dans les démarches et dans le recueil des informations. Après, j'ose espérer qu'il fait les choses comme il faut. Alors, surtout que c'est quelqu'un qui a assermenté. Moi, j'ai pas remarqué, c'est des réflexions qu'on m'a faites. Ouais. On m'a dit, dit, si vous allez au conseil, parlez-en parce que on comprend pas. Hein, donc voilà. Bon, donc, je suis pas tout seul. Je veux dire, c'est pas moi personnellement. Hein. Ah, vous avez raison de poser la question. Faut qu'on se renseigne nous avec le service et puis on vous apportera la réponse au prochain conseil. Très bien, merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions du côté de Varan? Bon, c'est bon. Allez, merci. Allez, il est 19h21. Je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Pardon? Et j'atteste que les convocations ainsi que la publicité relative à ce conseil donc, ont été faites dans le respect de la légalité et du temps imparti.
Je voulais renouveler nos condoléances aux familles qui ont perdu un proche. Donc, les décès parus dans la presse au mois d'octobre de Madame Georgette Vérane et Paganelli, de Monsieur Raymond Fleury, Hervé Dio, dont l'épouse a travaillé longtemps à la mairie, Josiane Carigna, Philippe Descombes, André Péroun et Crotet, et très récemment Jean Sbaraglia. Sbaraglia, non, bah, en italien on dit pas le G, hein, mais bon, Sbaraglia si vous voulez. Voilà, vous connaissez bien, toi, Patrick et Alain. Patrick, vous le connaissiez bien. C'était quelqu'un d'assez apprécié, assez sportif, manifestement. Au niveau des naissances, on n'a que Sidra Bakri qui est né au mois de septembre. Peu de naissances dernièrement. Alors, tu dis Alain? Je crois que tu avais une question. Alors, on va démarrer. Je vais faire l'appel. L'appel est là. Alors, Christelle Rebet, donc, est absente, me donne pouvoir. Jean Fontaine. Présent. Céline Sicoli donne pouvoir à Delphine Chatrian. Alain Roger. Présent. Belguine Sétine, qui revient avec ses fuseaux horaires. Jean-Yves Demelin. Lui, il est absent. Il est à plusieurs fuseaux horaires loin. Il donne pouvoir à André Timjot. Delphine Chatrian. Clément Valentin donne pouvoir à Alain Roger. Vanessa Tournier, qui nous fait le plaisir d'être là. André Timjot, il m'a dit présent déjà. Jean-Pierre Morin. Rémi Klein, absent excusé, donne pouvoir à Patrick Amadei. Aurélie, absente, donne pouvoir à Anne-Marie Fontaine. Maurice Azzo. Annette Bordon. Gaël Armand donne pouvoir à Jean-Pierre Morin. Anne-Marie Fontaine. Patrick Amadei. Véronique Vizet. Ludovic Pichon. Liliane Duval, donc absente, donne pouvoir à Véronique Vizet. Taoufik Douce, absent, donne pouvoir à Maurice Sadzo. Lisa Grosset. Ah, elle n'est pas là, Lisa. Ouh, c'est pas bien ça. Pauline Thériaz, donne pouvoir absente, donne pouvoir à René Trachet. Bruno Valentin, donne pouvoir absent, donne pouvoir à Belguine Sétine. Patrice Atruz, il est là. Marie-Charlotte Aubry n'est pas là, donne pouvoir à Jacques Sartelet. Jacques Sartelet. On a le quorum? Bon, donc le quorum étant atteint, on va pouvoir délibérer. Le secrétaire de séance, c'est Jean Fontaine. J'aurais dû le dire avant et c'est pas grave. Et puis, on va commencer donc par la délibération numéro 1 avec l'approbation du compte-rendu de la dernière séance donc du 9 octobre qui était consacrée avec 2 délibérations donc sur la délégation de services publics du camping municipal des îles et puis on avait une autre délib sur les permis d'aménager. Non, c'était quoi? On avait l'autorisation de signer les permis d'aménager de mémoire. Est-ce qu'il y a des remarques sur le dernier conseil municipal? Non. Pas de remarques, pas de corrections. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci. Voté à l'unanimité. On passe aux finances. Délibération numéro 2 avec les décisions modificatives au budget principal. Mister Alain Roger. En fonctionnement et en investissement. Donc, on a une augmentation des dépenses par rapport aux prévisions sur le fonds de péréquation intercommunal. Donc, c'est un prélèvement pour 63 776 €. Et puis, des intérêts courus non échus par rapport à un emprunt qu'on a fait cette année. Donc, c'est pour une période, puisque maintenant on commence, on paye les intérêts dès que l'argent est débloqué pour 63 150 €. On compense en annulant des rattachements qui ont été faits sur l'exercice 2024 pour 126 926 €. Et puis en investissement, eh bien, ça concerne des jeux extérieurs
aussi bien au plateau que pour la jonction, où on diminue des dépenses en matériel de 10 000 euros pour les rajouter en travaux d'installation pour 10 000 euros. On fait une diminution des études de bâtiments sur les chapitres 20 pour rajouter au total 110 000 euros sur des travaux bâtiments. Dont j'ai la liste, si vous souhaitez, je pourrais vous la donner pour ces travaux supplémentaires. Donc pour un total de 120 000 euros au total. Voilà. Vous avez besoin de... Ça va comme ça? Bon, alors on passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, merci. Décision modificative concernant le budget eau. Alors, vous voyez, c'est 10 euros qu'on prend sur les amortissements en fonctionnement pour faire 10 euros de virement à l'investissement supplémentaire. Donc, ces recettes-là vont directement sur les amortissements des investissements. Vous avez des questions? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, merci. Décision modificative concernant le budget de l'assainissement. On a une augmentation de recettes en fonctionnement de 824 euros par rapport à une diminution donc, sur les amortissements qui nous permettent de faire un virement à l'investissement. Sur ces virements à l'investissement, eh bien, on retrouve la même somme en 2 rubriques pour des amortissements. Voilà. Et pour 824 euros, la même chose. Des questions? Passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, merci. Ça passe plus, parce que le document que j'ai là, il est vide. Ah, mais c'est le temps qui... Non, il y a les deux premières, puis après, il n'y a plus. Ah, mais il faut y aller tout douce. C'est bizarre. On va ouvrir. Ensuite, pour pleine joue, décision modificative numéro 1. Donc là, c'est pareil. On a une diminution du chapitre 23 de 3 000 euros. Donc c'est travaux, 2023, pour alimenter le chapitre 20 par rapport à l'achat d'un logiciel concernant le pilotage de l'usine de neige de culture. Voilà. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Au suivant. Et centrale de production, donc budget annexe de centrale hydroélectrique. Donc là, il s'agit d'un jeu d'écriture pour des intégrations dites patrimoniales, donc pour rentrer au niveau des immobilisations. Donc avec en dépenses 650 euros et en recettes sur le chapitre 31. 20-31, 650 euros, la même somme. C'est juste des écritures comptables. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci. À toi, Jean. Allez, on passe aux travaux avec les demandes de subvention. Deux délibérations de demande de subvention. La première étant pour le réseau eau usée et eau pluviale, avenue Docteur Jacques Arnaud, plus précisément la place Théophile Vallet. Donc on demande une subvention au conseil départemental pour un chantier qui va coûter 1 700 000 hors taxes, mais la subvention est demandée sur le réseau eau pluviale et eau usée. Le devis... L'estimation est à 278 000 euros. Donc, on demande une subvention au conseil départemental sur la base de ces chiffres pour épauler nos travaux. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Non, mais il faut peut-être expliquer quand même que c'est pas que des travaux de réseau, là où on va refaire. Là, je demande... Voilà,
l'ensemble du projet, on peut peut-être expliquer aussi, oui, effectivement. Les 1,7 million, c'est l'ensemble du réaménagement de la place Théophile Vallet. Et là, les demandes de subvention que je vous présente aujourd'hui, c'est sur les réseaux que personne ne voit d'ailleurs, puisque c'est en souterrain, mais c'est au service des habitations à côté. Donc là-haut, il y a tout un aménagement qui est en train de se finaliser et qui va partir en consultation. Et qui va réaménager tout autour de la statue et de la maison médicale, et descendant jusqu'à l'amélioration, allant jusqu'à l'amélioration de l'accès au cinéma, hein, en termes de visuel, et un aménagement autour de la plaque du monument qu'on appelle communément monument aux morts au plateau d'Assy. Voilà. Et donc on fait une première tranche de travaux qui prend toute cette place-là, là-dedans. Et donc, en plus de ces aménagements, on en profite donc pour faire donc ces réseaux. Et c'est pour ça qu'on demande cette subvention. Donc, pour la première délib, c'est pour l'eau pluviale et l'eau usée. Y a-t-il des questions supplémentaires? Des contre? Des abstentions? Unanimité, merci. La deuxième, c'est exactement la même, mais pour les réseaux d'eau potable. La part de l'eau potable sur le 1,7 million est de 237 000 euros. Voilà, même ordre de délib. Y a-t-il des questions là? Non. Donc, y a-t-il des contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Il s'agit donc d'une première tranche de travaux qu'on a présentée en réunion publique au mois de juin, donc de réaménagement de la place Théophile Vallet. Donc c'est la place qui est autour de la maison médicale au plateau d'Assy, qui aujourd'hui est à moitié en goudron, à moitié en terre-plein, en gravier, même pas en gravier. L'idée, c'est de la réaménager, de réserver un espace pour les voitures. On créerait d'autres places de stationnement en périphérie pour garder le même nombre de places de voitures. Par contre, on va lui donner un aspect un peu plus esthétique, notamment autour du monument et des arbres, comme le disait Jean, et avec une ouverture importante en termes de cheminement piéton en direction du cinéma, en élargissant le trottoir avec des niveaux pour qu'on puisse marcher facilement. On a travaillé avec un architecte paysagiste et les travaux sont en retard parce qu'on est soumis, comme on est dans le périmètre de l'église Notre-Dame de Toute-Grâce qui est classée monument historique, on est obligé d'avoir une autorisation, la validation des architectes bâtiments de France. Donc on a obtenu, on est allé les voir 2 fois, et puis on a l'obligation de faire un permis d'aménager. Donc voilà, on cumule un peu tout. On a beaucoup de patrimoine, mais c'est des contraintes aujourd'hui d'un point de vue administratif. Donc ça nous décale de plusieurs mois les travaux qu'on aurait dû démarrer déjà depuis au moins le début de l'automne. Donc voilà. En tout cas, c'est prévu. Il y aura un réaménagement des trottoirs périphériques. On gardera strictement le même nombre de places de stationnement devant les commerces, comme on l'avait présenté. Et ensuite, il y aura une deuxième tranche de travaux sur les réseaux de mise en séparatif des réseaux humides et puis enfouissement des réseaux secs sur la partie en amont, donc à l'embranchement de la rue de Charbonnière, à côté du nouveau restaurant L'Adret. Voilà. Et ça sera une deuxième tranche de travaux. L'idée, c'est de faire de la rénovation urbaine, un peu de la même manière que sur le secteur de Chède, d'apporter une qualité paysagère et esthétique qui fait grandement défaut au village du plateau d'Assy. Allez André. Alors, comme chaque année, il s'agit d'une demande de dérogation au repos dominical qui est sollicitée par la société Métro, commerce de gros, pour les dimanches 21 et 28 décembre 2025. Et donc cette demande, c'est pour permettre le réapprovisionnement en permanence durant cette période de très forte affluence par les restaurants et autres commerces. Je peux y aller, André? Oui. Des questions? Oui, André. Je voulais savoir si on avait vérifié depuis le début du mandat, parce qu'on donne l'autorisation à certains employés d'aller travailler, mais est-ce qu'on a vérifié s'ils ont eu leur augmentation, s'ils ont eu leur jour de congé? Voilà. Et puis,
Monsieur le maire, vous faites un très bon travail sur l'environnement, sur le climat, au point de vue de la communauté de communes, au pays du Mont-Blanc. Et je trouve aberrant que, surtout pour cette société, dont les 3/4 des professionnels viennent d'autres communes qui, eux, ne nous feront jamais de cadeaux. Voilà. Bon, merci pour ton engagement pour Passy, Jacques. Bon, on l'avait déjà répondu, on ne peut pas aller faire du coup par coup, demander aux gens si effectivement ils ont les rétributions. On n'est pas. Il y a des pays un peu plus autoritaires où ils se permettraient ce genre de choses-là, mais là on est on doit quand même respecter les règles de droit. Après, s'il y a des remontées, si tu as des informations, nous on est preneurs effectivement. Bon, le point positif par rapport au début du mandat, c'est qu'il y a quand même moins de dates de solliciter. Hein, et d'autres groupes ont manifestement fait le calcul aussi parce qu'il y a moins de dates de demander. Donc ça veut dire que c'est un éternel problème, ce report d'achat. C'est un débat en termes d'ouverture de commerce. Je partage un peu ta préoccupation. Bon, de notre côté, il y a un point positif, c'est déjà sur la base du volontariat. Et si effectivement il y a des personnes qui ont besoin ou qui souhaitent gagner un peu plus en travaillant les week-ends, dans la grande distribution notamment, la majoration du taux horaire, et de mémoire c'est 100%, c'est doublé. Ça dépend peut-être, métro sont peut-être pas grande distrib, vu que c'est du gros, bon à voir. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui le souhaitent, ça peut être un moyen de gagner un tout petit peu plus s'il y a besoin. Voilà. Mais ça, c'est du ressort individuel. Ce qu'il faut surtout pas, c'est ce qu'on s'est déjà dit ici, mais on le redit, c'est qu'il y ait d'obligations et d'injonctions de la part de l'employeur. Normalement, c'est pas la règle. Vas-y, tu as envie de répondre. Ah non, c'est bon, je maintiens jusqu'au bout. C'est bien. Voilà. Non, mais tu as parlé d'environnement et un des arguments que font valoir les clients de métro, c'est bien sûr le zéro stock, mais aussi le fait de ne pas être obligé de jeter les choses, c'est-à-dire d'avoir les dernières commandes pour ajuster leur stock. Il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même un camion de livraison. C'est ce que j'allais dire. C'est un modèle différent. Avant, il y avait un grossiste qui faisait de la livraison. C'est comme les colis qui sont commandés à profusion sur Internet, où on génère un déplacement pour des choses assez petites ou complètement marginales en termes d'utilité. Par contre, en termes de coût environnemental et de bilan carbone, et notamment au pays du Mont-Blanc, c'est aberrant. Bon, donc là, le modèle de certains commerces, c'est qu'on fait venir les clients au magasin plutôt que d'aller vers eux. Sauf que quand on va vers eux, on a une masse, on a une capacité de livraison sur un seul véhicule qui est supérieure à différents véhicules qui viennent en individuel. Bon, aujourd'hui la réglementation le permet, mais c'est sûr que d'un point de vue qualité de l'air environnemental, c'est pas l'idéal. C'est comme ça malheureusement. Voilà. Dans quelques années, si tout se passe bien, on sera avec des véhicules beaucoup plus propres en 2035. Et il y aurait peut-être plus de problèmes. Mais il faut parler au conditionnel. Bon, merci Jacques. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Alors, qui est contre? 2. Ah ouais, Vanessa. Qui s'abstient? Alors, adopté à la majorité. Ah bah, faut bien qu'il y ait des majorités de temps en temps. Oui, oui. Merci. Et la deuxième délibération, cette fois-ci, concerne les commerces de détail et pour l'année 2026. Et pour anticiper l'intervention de Jacques, il s'agit de 3 dates seulement pour l'année 2026. Donc, la demande est effectuée auprès de la commune lorsque le nombre n'excède pas 5. Ils auraient une possibilité d'aller jusqu'à 12, mais l'avis de la communauté de communes serait alors nécessaire. Et donc les 3 dates sont le 13 décembre 2026, le 20 décembre et le 27 décembre. Des questions? Allez, je vais en faire une. Je pense que dans la demande, il y a une grosse société. Oui, non? Peut-être même 2. Voilà, 2. Dans cette grosse société, je ne vais pas la citer,
elle est prompt à demander des dates, mais quand on leur demande par rapport à la communauté de communes leur chiffre d'affaires, je crois qu'il a fallu 5 ans pour l'avoir. Donc la prochaine fois, on mettra 5 ans pour leur donner des dimanches. Bon, ça dépend si la fameuse société est dans Oui. le lot ou pas. Mais tu as raison, en termes de transparence, les chiffres d'affaires ont été demandés par rapport au panel d'évaluation du bureau d'études G2A sur l'activité touristique, sur le remplissage, les bilans et sur l'impact économique. On a eu du mal déjà à leur faire rentrer ce magasin dans leur panel parce que c'était sorti de l'objectif, ce qui n'était pas très justifié. Donc effectivement, c'est une manière de repasser le message à l'entreprise, c'est de jouer la transparence. Voilà, parce que nous, on joue le jeu aussi. C'est bon, André? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, qui est contre? Vanessa, t'es pas contre? Le commerce de proximité, c'est pas la même. Ah. Bon. Non, mais c'est bien, hein, c'est rare de nos jours les réponses graduées. C'est bien. Donc, qui s'abstient avec Vanessa? Allez. Donc, adopté à la majorité aussi. Merci André. Merci. On reste dans le domaine de l'économie et du tourisme avec Alain pour la DSP, avec la nouvelle DSP. Oui, donc, lors du conseil municipal du 9 octobre dernier, nous avons adopté la fin de la procédure de délégation de services publics au bénéfice de la société Flower Exploitation Camping pour le camping des îles pour une durée de 10 ans. Dans la pièce numéro 7, qui était liée en annexe à la note de synthèse de ce conseil municipal du 9 octobre, vous aviez les tarifs qui étaient proposés. Il manquait tous les tarifs dits annexes par rapport aux locations de matériel, suppléments, etc. Donc cette grille de tarifs annexes vous est annexée à la note de synthèse du conseil municipal de ce jour. Je pense que vous en avez pris connaissance. Donc c'est l'objet de cette délibération pour adopter cette grille de tarifs annexes. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on peut passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc, je vous remercie. Donc, cette grille de tarifs annexes est adoptée à l'unanimité. Merci Alain. Allez, on passe à la modification du PLU. Il y avait une question dans le public tout à l'heure. L'approbation de la modif numéro 2 du plan local d'urbanisme. Tout à fait. Qui, rappelons-le, date de 2019. Effectivement. Et c'est Belguine. Vas-y. On a entamé une nouvelle procédure de modification. Donc, ce sont des précisions ou des petites modifications dans le cadre du document d'urbanisme, puisque depuis 2019, on le pratique au quotidien par rapport aux autorisations d'urbanisme. Il s'avère qu'en pratiquant, on se rend compte parfois, c'est un très gros document et qui peut avoir quelques petites précisions à faire ou à apporter ou à préciser ou à modifier par rapport à peut-être des petites coquilles. Je vais vous rappeler la modification du PLU. La modification numéro 2, il y a eu plusieurs étapes. Donc la première, c'est l'arrêté du maire qui prescrit le lancement de la procédure, le 14 mars 2025. Le 20 mai, le dossier de modification de PLU a été transmis au préfet et à toutes les personnes publiques associées qui émettent des avis en fait sur les modifications qu'on souhaite apporter au PLU. Le 27 juin, on a procédé à la publicité
indiquer comme quoi que l'enquête publique allait être lancée et cette publicité a été faite au niveau des journaux d'annonces légales, mais aussi sur 16 points de la commune. Ça se fait pas à chaque fois, c'est pas systématique, mais cette fois-ci, on a quand même souhaité qu'il y ait un plus de transparence et plus de lisibilité par rapport aux zones qui allaient être concernées par cette modification précise. Et l'enquête publique, quant à elle, elle a commencé le 12 juillet jusqu'au 13 août. Il y a eu des permanences, je vous le dirai après, avec le commissaire enquêteur. Et le 19 septembre, le commissaire enquêteur nous a remis son rapport avec un avis favorable. Et on est à la fin de la procédure avec le conseil municipal de ce jour, donc pour adopter la modification de ce PLU numéro 2. L'enquête publique en quelques chiffres quand même, c'est un accès complet au dossier sur une plateforme dématérialisée qui est dédiée juste à cet effet. Il y a eu 3 permanences du commissaire enquêteur en mairie. Il y a eu 3500 visiteurs uniques sur le dossier qui a été mis en ligne. Donc ça y est, on peut dire que cette modification, en tout cas, le dossier a été très visible. Ensuite, 1440 chargements d'au moins un document sur la plateforme, 81 contributions en ligne, 10 sur le registre papier et 37 de façon courrier, qui a été transmis par courrier. Et les réponses apportées à pratiquement toutes les questions et observations on a apporté à peu près des réponses à toutes les questions. Et suite aux réponses qu'on a faites, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable avec des recommandations. Donc quelques recommandations notamment sur la prise en compte du patrimoine naturel et architectural, où les richesses des occupations passées ont façonné un des plus beaux territoires du pays du Mont-Blanc. Donc le travail de préservation du patrimoine et des activités devrait notamment être engagé lors de l'étude des OAP, cohabitation, agriculture et habitat. C'est une des recommandations du commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur propose qu'à l'issue de l'enquête, il y ait des études complémentaires devraient être réalisées avec une ouverture, avec une concertation avec les habitants. Et puis, certaines réponses que nous avons apportées lui paraissent pas complètement suffisante, en tout cas pas assez approfondie, mais ça ne nécessite pas il n'a pas émis de réserve malgré tout par rapport à ces réponses apportées, puisque ça n'a pas un impact prépondérant ou déterminant par rapport à la modification du PLU. On va passer à la slide suivante. Donc, objet de la modification, notamment concernant les orientations d'aménagement programmé. Il y a eu un ajout d'une OAP pour orientation d'aménagement programmé, je viens de le dire, pardon, abréviation OAP. C'est juste au-dessus. Donc, ce sont des secteurs qu'on prédétermine, ce sont des secteurs à urbaniser. Je vais être plus précise. Donc, on cible avec ces orientations quel type de construction ou d'équipement on souhaite. Ces zones sont prédestinées, pardon. Donc, en l'occurrence, la création d'une OAP au niveau de la Ravoire, par rapport à un pôle de ce qui est ciblé, c'est la création d'un pôle gérontologique à cet endroit. Donc, avec un classement, c'est une zone constructible actuellement, mais on la prédestine en zone UE, c'est-à-dire d'équipement public ou d'intérêt collectif. Voilà. Sur l'évolution des périmètres et des principes de l'OAP du plateau d'Assy, donc c'était une zone constructible, mais qui est reclassée en partie avec des équipements publics également, puisque il y a des bassins de rétention paysagers qui sont prévus, et donc
pour pouvoir permettre ces bassins de rétention, il faut cibler le zonage spécifiquement par rapport à cette OAP. Ensuite, il y a un ajout d'OAP sur des fonciers stratégiques non bâtis d'environ 2500 m² et plus. Suppression d'OAP en zone 1AU pour les reclasser en zone agricole. Et mise en place d'un échéancier prévisionnel pour l'ouverture à l'urbanisation. En fait, comme ce sont des zones non construites, et il faut mettre un échéancier, et notamment par rapport à une date de réalisation au 1er janvier 2031 pour toutes ces zones. Voilà. Concernant le règlement, en ce qui concerne les zonages, il y a les délimitations entre les secteurs urbains qui ont été requalifiés. Donc, il n'y a aucune zone agricole ne se transforme en zone constructible. Hein. C'est vraiment une délimitation plus précise, plus nette au niveau des délimitations entre secteurs urbains. Et on fait un passage d'un secteur UX, donc c'est une zone urbaine dédiée aux activités économiques, en UXC, ce qui permet à ces installations futures d'activités économiques à l'accueil du public. En UX, c'est pas possible. En UXC, c'est possible. Voilà. En ce qui concerne les servitudes, on a une majoration de la servitude de mixité sociale. Donc, cette majoration, on passerait de 35% obligatoire de logements sociaux pour les opérations d'au moins 6 logements et ou supérieur ou égal à 500 m² de surface de plancher. Une création d'une servitude paysagère. Cette servitude de paysagère, c'est une contrainte supplémentaire pour préserver en fait une zone qui est au plateau d'Assy, pour garder les caractéristiques paysagères de cette zone. C'est une zone qui est en zone rouge du PPRN, c'est une zone non constructible, mais il y a une contrainte supplémentaire, c'est aussi la préservation du paysage à cet endroit. Ensuite, mise à jour des emplacements réservés. Au fil du temps, on se rend compte parfois si les emplacements réservés sont toujours pertinents ou pas par rapport au projet de la collectivité. Donc, on les réadapte ou on les supprime ou on en crée de nouvelles. Et l'agrandissement du STECAL numéro 3 pour l'aire des gens du voyage. Si, Raphaël, tu veux préciser peut-être ? Alors, les gens du voyage, vous savez, il y a 2 aires. Il y en a une à Salanches qu'on vient de refaire avec la Comcom, c'est la Comcom qui gère, une à Passy. Et dans le schéma directeur qui avait été validé il y a déjà plusieurs années avant ce mandat-là avec le département et surtout la région, l'État, Passy devait augmenter de 5 emplacements l'aire. Or, donc j'ai fait le nécessaire auprès de la Comcom déjà pour rénover ces aires qui étaient dans des états un peu délabrés, qui étaient plus du tout adaptés aux besoins des utilisateurs. Donc on a fini celle de Salanches, qu'on a inaugurée l'année dernière. Et là, sur Passy, on doit s'agrandir. Or, les terrains voisins ne sont pas propriété de la commune. Donc on a un échange de terrain qui est en cours avec une des 2 bandes dont on a besoin. Par contre, l'autre a été plus ou moins bloqué par quelqu'un qui est devenu propriétaire après utilisation. Il avait un droit de priorité. Donc là, on a proposé un échange qui ne convient pas. Donc on va probablement partir en procédure de déclaration d'utilité publique. Mais en attendant, on va moderniser l'aire actuelle dans son périmètre et on fera une 2e tranche de travaux. Je dis on, c'est avec la Comcom, bien entendu, pour ça. Par contre, je vais revenir, ce qui est quand même le plus important, c'est le logement social. Vous savez qu'en Haute-Savoie, on a plus de 60% de la population permanente qui est éligible au logement social par rapport à ses revenus, sur tout le département. Donc le logement social, ça touche tout le monde, toutes les générations, toutes les familles. Donc on a un défaut énorme de logement, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'on va voter une convention justement pour la création de logements sociaux à Passy. Et si on veut aller plus loin et répondre davantage aux besoins, même si on n'est pas soumis aux 20% de la loi SRU, qui date de 2001 quand même, on le rappelle, il faut qu'on puisse imposer davantage de logements sociaux dans les créations nouvelles. Avant, il fallait atteindre le plancher de 700 m² de surface avant de déclencher la création de logements sociaux à hauteur de 25%. Là, on monte de 10%, donc on imposera 35% de logements sociaux dans toute nouvelle construction qui soit supérieure à 500 m².
Voilà. Il y a des communes comme Chamonix qui sont allées beaucoup plus loin. Aujourd'hui, le logement social, c'est une manière de stabiliser la population permanente, les jeunes couples notamment, les jeunes qui démarrent dans la vie, mais pas que. Aussi les personnes âgées qui n'ont pas de gros revenus. Et on a un besoin énorme sur le territoire au niveau du Pays du Mont-Blanc. Passy et Salanches sont les communes qui ont le plus gros taux de logements sociaux. Et par tête d'habitant, c'est Passy de mémoire. En tout cas, c'est pas suffisant. On est à 15%, il faut aller au-delà. Et ça prend du temps. Donc il faut qu'on se donne les moyens au niveau des outils. On en a la Comcom, on va voter des subventions tout à l'heure. Mais au niveau des PLU, il faut aller plus loin. Donc c'est ce qu'on met dans cette modif. Donc, je continue par rapport au contenu de la modification numéro 2 du PLU. Sur le plan patrimonial, donc on a un ajout de nouveaux bâtiments patrimoniaux. En fait, surtout c'est des corrections d'erreurs matérielles. Ça a été pas forcément bien passé au bon endroit. C'est pour rappeler aussi ce que disait le commissaire enquêteur, c'est qu'on a quand même, on a l'avantage d'avoir un document d'urbanisme qui préserve quand même bien les bâtiments patrimoniaux. Et je pense que c'est une richesse au niveau du territoire. Ensuite, il y a eu autre richesse, c'est notamment tous nos chalets d'alpage et toutes les constructions avec d'intérêt au niveau de la montagne. Donc, on a apporté quelques compléments aux dispositions pour que ça soit un peu plus clair d'interprétation et que ça soit mieux compris et au niveau de réalisation, de construction ou d'adaptation de ce type d'alpage et notamment aussi des estives de la plaine. On peut passer à la slide suivante. Est-ce que vous avez des questions ou... Parce que là, du coup, je défile, mais non, c'est bon. C'est bon. Ok. Concernant la lecture du règlement du PLU, donc il y a eu une modification au niveau de l'organisation du document, puisque pour avoir une meilleure lisibilité, c'est aussi bien pour les administrés qui souhaitent avoir des informations claires, mais aussi pour les services et pour nous-mêmes aussi. Parfois, ce sont des gros documents qui sont pas faciles à lire. Au niveau du complément, il y a quelques compléments qui ont été apportés. Pareil, c'est pour une meilleure lecture. C'est sur les modalités de calcul, les définitions, la gestion des exhaussements et affouillements. Parfois, on a des difficultés d'interprétation et il faut apporter les bonnes réponses aux pétitionnaires par rapport à leur projet. On a des drôles de bruit. On peut passer à la slide suivante. Donc, contraintes réglementaires, ajout de règles encadrant donc les volumétries, ajout de dispositions encadrant les divisions parcellaires, le stationnement des deux roues, performance environnementale, modification de toiture existante. On précise aussi les dérogations pour l'évolution du bâti existant. On a des gros bâtiments parfois qui sont divisés en plusieurs logements et parfois, il y a des contraintes au niveau de l'espace et de stationnement qui ne sont pas faciles à gérer en commission d'urbanisme. Ça fait toujours débat. Sur les limitations des panneaux solaires en zone agricole, donc on impose une limitation. On note l'autorisation de construction en limite par rapport au secteur UX. Donc, je rappelle que les secteurs UX, ce sont les zones d'activité économique. Sur cette je te donne comme ça, tu as le temps de reprendre ton souffle. Merci. Sur cette disposition, le but, c'est de laisser un peu plus de latitude. On sait tous que dans les zones économiques, il y a beaucoup d'espace laissé un peu vacant à l'arrière des bâtiments, en limite de propriété. Bon, il n'y a pas les mêmes problématiques de mitoyenneté qu'un logement. La règle des 4 mètres n'est pas forcément justifiée quand il s'agit de hangars et de bâtiments économiques. Donc l'idée, c'est d'assouplir la règle pour donner un peu plus d'espace aux propriétaires de locaux en zone UX. On a 3 ou 4 zones d'activité économique à Passy, donc voilà, c'est leur donner un peu plus de souplesse. On veillera toujours quand même à la cohérence des constructions. C'est pas parce qu'on leur autorise à occuper l'espace qu'il faut faire n'importe quoi. On y veille en commission d'urbanisme. Alors ensuite, on interdit les piscines en zone agricole et en zone naturelle.
autorisation de l'évolution des activités de services existantes au sein de la zone d'activité. Ensuite, application de la règle de 50 mètres de distance entre les logements et les activités agricoles conformément au règlement sanitaire départemental. Notre document d'urbanisme imposait 100 mètres et là, en l'occurrence, on se conforme en fait au règlement sanitaire départemental. On se réaligne, on est un peu moins contraignant, mais c'est la règle au niveau du département. Donc, on applique. Ensuite, ça c'est distance. Voilà, on replace la consommation d'espace dans les tissus urbains existants et non en périphérie urbaine. Donc ça, c'était par rapport à la création d'OAP sur les zones de plus de 2500 mètres carrés de mémoire. Et donc, on supprime toutes les zones constructibles en périphérie et on fait en sorte de recentrer toutes les zones qui sont déjà urbaines et d'éviter les dents creuses dans ces zones-là. Donc c'est pour éviter l'émiettement au niveau des constructions sur nos locaux en particulier, mais sur toute la commune. Donc l'idée c'est de replacer comme il faut en fait toutes les zones à urbaniser dans les secteurs qui sont déjà urbanisés et pas sur les périphéries. Donc vous avez une carte qui retrace les zones qu'il faut urbaniser et la suppression des zones en périphérie. Donc, reclassement de 4 secteurs AUD en zone agricole ou naturelle. Donc, c'est dans le cadre de l'application de la loi Climat et Résilience de 2021 avec la trajectoire du zéro artificialisation nette d'ici 2050. Donc, entre 2011 et 2021, on a consommé 16,41 hectares en termes de construction et d'infrastructure. Et ce droit qu'on a consommé de 16,41 hectares nous donne un nouveau chiffre en fait à respecter pour 2021-2031. On ne peut consommer que la moitié de ce qui a été réalisé, soit 8,2 hectares. Donc entre 2021 et 2024, on a déjà consommé 2,13 hectares et le reclassement de ces 4 zones à urbaniser en zone agricole ou naturelle permet d'économiser 4,1 hectares. Donc on replace, comme je viens de l'indiquer, les espaces dans le tissu urbain existant et non en périphérie. Donc les zones qui deviennent agricoles ou naturelles, ce sera Champlain-Est, les OAP qui sont Champlain-Est, Le Vernet, Chef-lieu Est et Chef-lieu Ouest. Tu veux préciser ou non, c'est bon? Non, il y a certaines zones qui ont fait l'objet de plusieurs projets, notamment autour du chef-lieu, qui n'ont pas abouti. Des projets qui n'ont pas abouti pour des raisons financières, parce qu'il s'agissait de terrains en pente, il s'agissait de terrains avec des contraintes géotechniques importantes. Exact. Comme l'a précisé Belguine, la grosse difficulté aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le stationnement soit respecté, d'une part, où on a un stationnement couvert obligatoire et un stationnement découvert. Donc ça fait 2 stationnements minimum par logement. Vous savez tous qu'il y a forcément plus de 2 voitures en moyenne par logement. Et ce que l'on souhaite, nous, c'est qu'il y ait le moins de conflits de voisinage possible. Et on sait qu'on arrive souvent à ce problème-là. Donc on essaie de faire en sorte, en commission d'urbanisme, de voir s'il y a des stationnements visiteurs supplémentaires pour donner un peu d'air aux habitants et éviter que ça se finisse en conflit. Mais voilà, il y a plusieurs zones qui ont fait l'objet de projets qui n'ont pas abouti. Donc c'est pour cette raison qu'on les a modifiés. Il faut savoir, Belguine l'a dit, aujourd'hui, c'est pas la commune de Passy qui fait la loi. La loi, elle est faite par les parlementaires et les députés. Et la loi, on est en tant que collectivité chargé de l'appliquer. Et ça sert à rien de faire des promesses ou de se mettre la tête dans le sable. Il faut respecter la loi. Et aujourd'hui, même s'il y a des possibilités qu'elle évolue, mais je crois que nos parlementaires ont d'autres préoccupations en ce moment. La loi climat et résilience, il y avait une proposition de loi, la loi Trace, qui visait à assouplir
et à juste titre dans pas mal de domaines. Aujourd'hui, elle n'est encore pas votée. Peut-être qu'elle arrivera, peut-être qu'elle donnera un peu plus de souplesse également dans ce domaine-là. Et pour le moment, on n'en est pas là et on est obligé de respecter les consommations et le cadre qui a été fixé par le législateur, Passy, comme toutes les communes du pays du Mont-Blanc et du pays. Voilà, donc autant éviter les combats d'arrière-garde. On verra les évolutions législatives. Moi, je pense qu'il y aura des choses qui seront apportées, intéressantes. Mais on a changé d'époque, il faut bien le comprendre. On a beaucoup de problématiques de circulation sur certains secteurs de la commune, notamment sur le coteau. Il faut être cohérent. Il y a beaucoup d'urbanisations qui ont été autorisées sur le coteau ces dernières années. Et les problématiques que ça occasionne, c'est des conflits d'usage, des conflits de circulation. On parle de qualité de l'air également, mais surtout en termes de flux. Et nous, le problème, c'est que quand ça n'a pas été anticipé, on est obligé de faire avec l'état des voiries que l'on a. Et les chemins d'avant, qu'on appelle chemin de Champlan, chemin de la Ravoire, ne peuvent pas supporter 1700 véhicules jour. Chemin du Perret, pour prendre le chemin du Perret. Chemin d'Hermondin, pour prendre le chemin d'Hermondin. Donc, c'est compliqué. Voilà. Donc, nous, on est là pour essayer de trouver des solutions, mais il faut être cohérent et privilégier l'urbanisation, comme l'a dit Belguine, dans l'enveloppe des hameaux. On a beaucoup de hameaux à Passy, c'est une chance. Et dans l'enveloppe des bourgs aussi, les 6 cœurs de vie, en tenant compte de ce qui a été fait, bien entendu. Donc voilà, on essaye de trouver le bon compromis entre l'application de la loi et la réalité du terrain. C'est pas toujours facile, mais c'est l'objet de cette modification de PLU. Donc, on peut passer... il y a des ajouts de nouveaux périmètres d'OAP de densité. Donc, comme vous pouvez le constater sur la diapositive, les secteurs qui étaient déjà bien urbanisés, qui ont des surfaces non construites actuellement, font l'objet d'OAP pour... en fait, les orientations d'aménagement programmé, c'est pour permettre une cohérence aussi par rapport au secteur environnant et prédéterminer, préflécher le type de construction, la hauteur de construction par rapport au secteur concerné pour que ça soit harmonieux au niveau, au niveau des constructions. Et respectueux aussi au niveau des voisins et des aménagements et que ça soit adapté au niveau de la voirie et des réseaux de services publics qui sont attenants. Donc là, on a des nouveaux périmètres, les Grands Champs, les Crêts, l'impasse du Rucher, l'île de Dingy d'en bas, route du plateau d'Assy, la Pérouse, les Prés de Chède, rue des Soudans et la Voutrière. Voilà. Qui ont fait l'objet d'observations. Les personnes qui habitent autour de ces secteurs sont manifestées et on leur a apporté des réponses dans le cadre de l'enquête publique. Sur le secteur de la Ravoire, je vais laisser le maire reprendre la main par rapport donc au projet de gérontologie, du moins par rapport à l'OAP et à sa... C'est ce que tu as tout expliqué tout à l'heure. L'orientation d'aménagement programmé pour Champlan va modifier le zonage. C'était un terrain qui avait été classé UD de mémoire à l'époque. Oui. Il y a eu, sous le précédent mandat, un projet de 142 logements sur ce périmètre-là qui a affolé quand même beaucoup de monde. Nous, on était élus d'opposition, donc on n'était pas du tout d'accord avec ce type d'aménagement sur une zone qui est très contrainte. Je vous le disais tout à l'heure, chemin de la Ravoire, 950 véhicules jour que l'on a mesuré, quasiment 1000 à certaines heures de pointe. Donc imaginez amener encore davantage de circulation, c'était pas envisageable sans déjà faire un accès que par le haut. Et puis le terrain est quand même compliqué. Donc aujourd'hui, on souhaite toujours et on se bat pour se faire entendre, et c'est pas évident. Alain a porté la parole de la commune au congrès des maires il y a 10 jours, il y a une semaine, pour alerter et relancer les services de l'État et le département sur la nécessité impérieuse de lits d'EHPAD, alors qu'on nous ferme les Myriam. 76 lits qui ferment, et il faut maintenant se dépatouiller, nous, avec les établissements que l'on a, je dis nous parce qu'il y a le foyer logement de Passy-Fort qui est concerné, pour reclasser les gens, et c'est bien légitime, sauf qu'aujourd'hui, on manque déjà énormément de lits. Donc, à force de se mettre la tête dans le sable, notamment à ce sujet-là, je suis intervenu il y a 2 conseils en arrière,
On n'a pas l'air d'intéresser beaucoup de monde, manifestement, à part le fait de dire qu'il y a un problème. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est de trouver des solutions. Donc, on en a apporté une aux hôpitaux du Mont-Blanc et à l'ARS. On met à disposition ce terrain de 3,1 hectares et on le flèche aujourd'hui dans le PLU pour qu'il accepte un équipement public et rien d'autre, type EHPAD, public, bien entendu. Le terrain est propriété de la commune, donc on se permettra de donner notre avis sur le choix. Et le logement qui est nécessaire pour loger le personnel, parce qu'on manque de logement et on manque de personnel. Et également la formation, où il y a des besoins importants en la matière. Donc voilà, aujourd'hui, le PLU préfigure cet aménagement-là et qui ne pourra pas bouger. Cette OAP souhaite apporter surtout une réponse concrète par rapport à la formation du personnel, parce qu'en fait, les lits existent sur le territoire, mais en fait, il manque le personnel pour pouvoir gérer ces établissements. Et l'idée de cette OAP, justement, c'est d'apporter une des solutions, notamment aux problèmes. Et pour le moment, ça n'a pas l'air d'être très bien compris ou pas bien entendu. On peut passer à la voilà. Alors sur la création, donc je vous ai indiqué sur la modification numéro 2 de ce PLU, on crée une servitude paysagère donc au niveau du plateau d'Assy. C'est ce que je vous indiquais. Vous avez donc le plan qui vous indique quelle zone sera impactée par cette servitude paysagère qui est là pour... C'est moi qui ai déclenché. Non. La servitude paysagère, ça vous intéresse pas. Non, c'est une contrainte supplémentaire donc, pour les propriétaires ou pour tout autre pétitionnaire ou autre sur cette zone-là, de bien préserver ce secteur. Et on peut passer donc à la modification de la règle de réciprocité en zone agricole. Donc là, c'était sur les limites des nouveaux bâtiments d'élevage qui doivent être situés à plus de 50 mètres des bâtiments à usage d'habitation. Le PLU actuellement fixé cette distance à 100 mètres. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se met au diapason, on va dire. Avec le règlement sanitaire départemental de Haute-Savoie qui prévoit une distance de 50 mètres et non de 100 mètres. Et par contre, à préciser que les installations classées pour la protection de l'environnement doivent être toujours implantées à 100 mètres minimum des habitations. Et ça concerne en fait les bâtiments d'élevage d'une certaine importance, d'un certain volume, puisque tous les petits élevages ne sont pas concernés par cette règle, ils seront concernés par les 50 mètres, mais dès que le cheptel, on va dire, est important, eh ben, il est classé, installation classée pour la protection de l'environnement. Donc c'est pour permettre aussi des petites unités dans certains secteurs. Notamment, il y avait un projet au plateau d'Assy qui a été qui est tombé à l'eau, effectivement, à cause de cette règle de 100 mètres. Voilà. Voilà, on a terminé. C'est déjà pas mal. C'était pour vous expliquer donc cette délibération qui était un long fleuve. Mais c'est important. Non, mais c'était pour déjà, c'est bien. Bon, là, on peut pas rentrer dans tous les détails, mais je pense que c'est important de le rappeler. Important qu'on est là pour respecter la loi et de faire en sorte de trouver un compromis par rapport aux exigences réglementaires et les possibilités sur le terrain. Comme tu l'as dit, un PLU, c'est un document qui est très conséquent, qui est forcément imparfait. Et à l'usage, on a vu notamment la volumétrie des bâtiments. Comme la loi a évolué pour favoriser la densité, ce qui est pas toujours favorable pour des territoires comme nous, périurbains ou ruraux. En ville, c'est facile d'optimiser les dents creuses. Sauf que sur des territoires comme le nôtre, où le terrain est très cher, eh ben, on peut vendre des parcelles de 400, 300, 400 mètres carrés. Et plusieurs fois, et on n'a pas toujours pu endiguer correctement les choses parce qu'on n'avait pas les règles. On se retrouve avec des maisons qui sont qui sont souvent plus hautes que larges. Et c'est assez disgracieux en termes d'intégration paysagère, notamment pour les voisins. Donc là, l'idée, c'est quand même d'avoir une proportionnalité. Donc ça, c'est tout bête.
mais c'est quand même c'est quelque chose de fondamental par rapport aux arbitrages qu'on est obligé de faire en commission d'urbanisme. Voilà. Les piscines qui étaient autorisées en zone agricole. Donc là, on a une demande de piscine quasiment dans une zone d'alpage sur la commune. Bon, voilà, on n'avait pas trop de moyens de refuser. Aujourd'hui, ça sera plus possible. On avoue parfois qu'on a des demandes de pétitionnaires qui sont très surprenantes. Voilà. Bon, merci Belguine. Tu passes au vote? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a peut-être des... Vas-y Jacques. Ouais. Pas une question, c'est un coup de gueule sur l'Araboire. Quand je vois que par la voix de Marcel Sadier, qui est tout content de nous dire que le département va financer les JO de 2030, parce qu'on a des sous, que l'État vient de donner encore 100 millions pour les JO de 2030 alors que rien n'a débuté. Là, il y a des sous, mais on n'a pas de sous pour nos anciens, pas de sous pour rien faire. Voilà, c'est mon coup de gueule. Non, mais c'est bien. Alors bon, on a aujourd'hui, on essaie de mobiliser. Je sais que le maire de Saint-Gervais fait en sorte de garder les lits d'EHPAD sur le secteur, parce que ce que l'on craint, c'est que ces lits quittent le territoire. Et puis l'ARS, l'Agence régionale de santé à Beaujeu, nous dit non, mais il y a des lits d'EHPAD, mais en fait, il n'y a pas de personnel pour les faire. Mais son boulot à l'ARS, c'est de s'occuper de former les personnels. Ça, c'est son boulot. Voilà. Et ce boulot, il n'est pas fait. Et depuis trop longtemps. Donc, c'est important d'être vigilant là-dessus. Le département, Marcel Sadier l'a reconnu, il a dit à Alain, ils savent qu'il y a un problème. Martial, je vais présenter le sujet ici. Je leur ai dit, voilà, on est prêt à vous aider, à vous accompagner. Les hôpitaux du Mont-Blanc ont obtenu une autorisation pour la modernisation des RL, ce qui était nécessaire. Il y avait des chambres doubles encore. Bon, le bâtiment, il date de 85. Ils ajoutent 25 chambres. Mais ça ne sera pas suffisant. Ils n'ont pas de place. Ils sont obligés de faire un bâtiment avec surpilotis avec le parking en dessous. Ils sont au taquet là-bas. Donc, même si Megève a des possibilités de moderniser le sien, de construire un nouveau bâtiment, il va nous manquer, avec les projections démographiques qu'on a faites dans l'étude dont je parlais l'autre fois avec les hôpitaux du Mont-Blanc, il va nous manquer 541 places d'EHPAD sur les 3 cantons. Cluse, Salanches, Mont-Blanc. C'est pas la Haute-Savoie, c'est les 3 cantons. Donc, les EHPAD, c'est comme le logement social, ça touche tout le monde. On a un EHPAD privé à Passy, les Myrtilles, qui appartient à un groupe privé, donc à un niveau de tarification qui n'est pas accessible à tous. On a le foyer Passiflore. Je rappelle aussi à mes collègues environnants qu'à Passiflore, on a 60% de passerands et 40% de personnes qui viennent d'autres communes, et que la commune finance bien volontiers sur son budget l'accompagnement et la qualité de service de Passiflore qui fait l'unanimité, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant aujourd'hui, c'est pas suffisant quand on ferme 50 lits d'EHPAD ou 55 lits, et il y en a 16 de foyers logement à Saint-Gervais, et ça sera encore pas suffisant demain quand on va augmenter nos plus de 60 ans. À l'horizon 2050, on va prendre entre plus 12 000 et plus 19 000 personnes sur ces 3 cantons. Voilà. Donc là, il y a vraiment urgence. Donc effectivement, le département met beaucoup d'argent, il faut le dire quand même, sur toute la partie sociale. C'est 500 millions d'euros sur le budget, donc c'est quand même un bon tiers. Mais sur le troisième âge, et voire plus, il faut aller plus loin. Je pense qu'on n'est pas le département le plus à plaindre, mais il faut surtout que les services de l'État, ils ouvrent un peu les vannes aussi. Et ça, c'est plus compliqué. Donc nous, là aujourd'hui, on a alerté tout le monde, on a écrit à tout le monde, on l'a dit oralement, on le redit ce soir. Mais on va prendre notre bâton de pèlerin et on va essayer de trouver des solutions nous-mêmes si les autorités tutelles ne sont pas capables de le faire. Bon, du coup, je vous invite à approuver la modification du PLU après toutes ces explications. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Une abstention. Bon, votez à l'unanimité. Merci Belguine. Voilà. C'est encore à moi. Ouais, c'est encore à toi, mais là tu peux aller plus vite si tu veux. J'ai le droit. Ouais. Donc c'est pour l'acquisition d'emprises foncières. Donc Madame Mireille Meunier, agissant au nom des consorts Meunier, a sollicité la commune pour la régularisation d'emprises foncières suite à des travaux qui ont été réalisés avant 2020. Donc c'est au secteur, au carrefour des Stores et sur le chemin rural des Dames. Donc c'était des régularisations qui n'ont pas pu aboutir à l'époque. Donc les consorts Meunier nous ressollicitent
par courrier du 28 avril 2025 pour finaliser cette opération. Donc, il s'agissait de parcelles, de certaines parcelles à 1 euro le mètre carré, soit 560 €, et d'autres parcelles d'un tenant de 759 mètres carrés cédées à l'euro symbolique. Voilà, c'est pour finaliser oui, pour régulariser les emprises de la commune, où on a des équipements publics, pardon. Non, mais il y a des habitants des stores dans la salle, donc ils savent de quoi on parle. C'est vrai que c'est quand il y a eu les travaux de sécurisation du carrefour qui étaient nécessaires. Le glissement de terrain. Et le glissement de terrain de Chemin des Dames en début de mandat dernier, hein, qui est plutôt bien stabilisé pour le moment. Les travaux sont efficaces. Donc ces travaux ont été réalisés et l'idée c'est d'être complètement responsable et donc propriétaire de ces parcelles. Est-ce qu'il y a des questions? On peut passer au vote. Est-ce que vous nous permettez d'acquérir ces terrains fonciers? Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité, merci. Alors, l'acquisition de parcelles agricoles et naturelles au consort Pascal Grigy. Donc là, il s'agit d'un certain nombre de parcelles. Donc, ils ont 14 parcelles et ils souhaiteraient que nous portions acquéreur. On leur a dit oui. Et donc, ce seront des terrains agricoles et naturels. Non, terrains agricoles, hein. Oh non, terrain agricole et naturel, à 80 centimes le mètre carré. Les 14 parcelles font 17 219 mètres carrés et à 80 centimes le mètre carré, ça fait 13 775 €. Enfin, vous avez sur la délibération les emplacements de certaines parcelles. Oui, ils sont là. Donc, vous avez la totalité des emplacements. Est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne ces parcelles ou l'acquisition de ces parcelles? Pas de questions. On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci Belguine. Allez, je prends le relais par rapport à la cession d'une parcelle pour le SDIS, donc le service d'incendie du département. Les pompiers ont depuis longtemps la volonté d'agrandir la caserne de Passy, qui a une vingtaine d'années. Là, il s'agit de leur céder 2 parcelles attenantes au bâtiment pour qu'ils puissent faire l'extension. Donc ça représente 936 mètres carrés. Il y a une évaluation des domaines qui est à hauteur de 48 000 €. Donc c'est une cession bien entendu gratuite. Et la commune devra participer à hauteur de 30% des travaux. Les communes, parce que la commune de Saint-Gervais-les-Bains est comprise, vu qu'elle dessert le secteur, et qu'aujourd'hui, il y a une convention de financement qui a été proposée, mais qui ne nous satisfait pas, dans le sens où il y a 20% des interventions qui concernent la commune de Saint-Gervais, et que Saint-Gervais ne paierait que 10% de sa part sur les travaux. Donc on souhaite qu'elle paye 20% des travaux. D'autant que Passy met à disposition le terrain gratuitement et que sur d'autres collectivités, des fois, le terrain est même pris en compte dans le calcul global. Donc, on va nous faire cette offre, c'est bien légitime, mais il faut que la commune bénéficiaire participe à hauteur du service qui est apporté sur son territoire, c'est bien légitime. Est-ce qu'il y a des questions? On peut rajouter en plus que lors de la construction de cette caserne, tout ce qui était travaux de réseau et de voirie a été à la charge exclusive de la commune de Passy. Ce qui a quasiment doublé son budget à l'époque, en 2005, je crois que c'est quasiment 250 000 € de voirie. Donc on a largement contribué, plus que contribué à la caserne. Et manque de chance, c'était une caserne qui est arrivée à l'époque dans un moment où le SDIS restreignait les budgets. Donc a été faite un peu à l'économie, ce qui est malheureusement, enfin qui n'est pas le cas pour toutes les casernes du territoire. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Ça va, Anne-Marie? Des oppositions? Des abstentions? Votez à l'unanimité, merci. C'est encore à moi. Allez. Donc, il s'agit d'une délibération pour la constitution de servitude de passage et de réseau sur une parcelle que nous avons décidé de vendre au consort Capel et Kuckeberg, je sais pas, à monsieur Capel et à madame Kuckeberg.
Désolée si j'escamote un petit peu son nom de famille. En fait, il s'agissait d'un ancien chemin rural au niveau de la Chapte, au Romandin. C'est une parcelle qui appartenait à la commune, mais qui était comprise entre deux parcelles qui appartenaient à ces personnes. Donc, ils nous ont sollicité pour faire l'acquisition de cette parcelle. Mais en contrepartie, on souhaiterait la création de servitudes de passage par rapport à nos besoins, puisqu'on souhaiterait une servitude de passage tout usage d'une largeur de 3,50 m, permettant notamment la desserte des riverains depuis la route départementale, conformément au plan de bornage, matérialisé en assuré. Je sais pas si vous avez le plan. En assuré bleu, là. Donc, ce serait un droit de passage tout usage. Une servitude de réseau destinée à permettre le passage, l'entretien et la réparation de la canalisation publique d'eau usée située à droite de l'habitation des consorts Kokeberg-Capelle, donc matérialisée en marron. Je ne sais pas si vous... Ouais, si... près de la maison, là, juste, voilà, ça. Et une servitude de réseau destinée à permettre le passage, l'entretien et la réparation de la canalisation publique d'eau potable matérialisée en bleu foncé sur le plan. Alors, ça se voit pas très bien au niveau du contraste, mais vous avez les traits qui font office de... Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Alors, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci. Et cette fois, j'ai terminé. Ouais, merci Belguine. Allez, on passe à notre convention de servitude d'une régularisation qui date aussi, Jean. Alors, elle date d'une dizaine d'années. 2011. Voilà. Et il s'agit d'une convention pour le passage d'un réseau d'assainissement au plan. C'est une convention avec Monsieur Gongovalves. J'espère que je ne suis pas trop pipote sur son nom. Je vous passe les détails du calcul de l'indemnité. Et l'indemnité au total est de 1319 euros, 1320 euros pour être plus précis. Et donc c'est une servitude qui est d'une canalisation d'eau usée qui descendait du lotissement qui était en dessus de sa construction. Et puis, c'est passé à la trappe il y a une dizaine d'années. Le suivi de après les travaux, la convention n'a jamais été signée. Et donc, aujourd'hui, on a été rattrapé, puisque vous savez qu'on a présenté aux gens du plan un aménagement du secteur là-bas. Et puis que ce monsieur qui était concerné par cette servitude occupait une partie du domaine public où on aménage. Donc, à sa surprise, il s'est aperçu qu'il était chez nous, puis qu'on n'avait pas signé pour lui le passage. Donc, on remet les choses dans l'ordre. Donc, on propose cette convention. Voilà le plan. Combien ça? La convention, je le redis, c'est 1320 euros d'indemnité due en une fois au propriétaire. C'est la règle générale. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Autre délibération, signature de convention droit d'usage. On rentre dans le classique, c'est avec le CIAN au profit du déploiement de la fibre optique sur la commune de Passy. Il s'agit d'une convention, ça permet de faire de l'information aux citoyens puisqu'on a pas mal de questions sur ce secteur-là. C'est un secteur qui est à l'abbaye, la partie sud de la commune, la partie sud du lycée du Mont-Blanc, si vous voulez, et qui touche la commune de Saint-Gervais, le quartier des Mérieux notamment, où dans ce secteur-là, on doit amener la fibre optique, bien entendu. Le CIAN est déjà en train de faire les études d'exécution, est déjà sur le terrain. Et il y a une convention, un endroit au fin fond des Mérieux, là-bas. On doit traverser et utiliser le domaine public. Donc, on est obligé de faire notre convention habituelle, comme on fait dans tous les projets. Voilà, des questions. Fibre optique sera bientôt disponible là-bas. Bon, on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À unanimité, merci.
Ah bah Belguine, Oui, t'as encore j'ai encore une délibération. C'est pour autoriser Monsieur le maire à déposer un permis d'aménager pour la place Théophile Vallée. Bon, j'ai Donc, donné l'explication tout à l'heure, voilà. c'est pour le réaménagement. Donc, l'idée, c'est de... Le permis d'aménager, c'est pour permettre donc la requalification de l'espace public afin qu'il joue pleinement son rôle de lieu de rencontre et de valorisation du cadre de vie, renforcer la convivialité et l'attractivité de la place par des aménagements adaptés, espaces de repos, zones végétalisées, mobilier, aménager un cheminement sécurisé pour relier les différents points d'intérêt du plateau d'Assy, équipements, sites patrimoniaux, espaces publics, créer des cônes de vue permettant de révéler et mettre en valeur les paysages environnants, et mettre en scène la statue et les éléments patrimoniaux existants en les intégrant dans une composition paysagère. Donc, c'est pour intégrer tout ça. Comme Monsieur le maire là, on a touché 2 mots tout à l'heure, est-ce que vous avez des questions sur le fait de déposer un permis d'aménager pour intégrer tous ces objectifs et ces contraintes qu'on s'impose à nous-mêmes? Non, mais c'est important, c'est vrai que Des bâtiments en France. oui, il y aura le permis d'aménager sera soumis à l'aval de l'architecte des bâtiments de France. Pas de questions? Bon, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité, merci. Merci Belguine. Allez, on enchaîne. Aussi, on va solliciter des demandes de subvention, pardon, dans le cadre de la délibération. Ah, important. Merci Belguine. Donc là, on enchaîne avec la délibération numéro 20. Je vous parlais de logements sociaux tout à l'heure. Il faut savoir qu'avec la Comcom-P du Mont-Blanc, dans le cadre du plan local de l'habitat, donc on a voté pour la période 2022-2028. On a des objectifs chiffrés de création de logements, notamment de logements aidés, pour répondre aux besoins des habitants. Mais on a mis en place une politique d'aide et on a augmenté les subventions il y a déjà 3 ans de mémoire. Pour rappel, sur le secteur du territoire des 10 communes du Pays du Mont-Blanc, il faudrait qu'entre 2022 et 2028, on ait produit 916 logements sociaux, ce qui est quand même assez important. Et sur Passy, ça nous fait un quota de 303 logements. Dans ces 303, il y en aurait 106 qui seraient dédiés à l'accession à la propriété, donc à l'accession sociale à la propriété, et puis 197 pour le logement social locatif. Donc là-dedans, on a une répartition après suivant il y a différentes catégories de logements en fonction des revenus des personnes. Et il nous manque beaucoup de logements qu'on appelle très sociaux, donc de type PLAI, pour les gens à faible revenu. Il en faut 79, les objectifs sont à 79 sur la commune, 99 sur le PLUS, qui est la catégorie un peu au-dessus pour des gens qui gagnent un peu plus. En tout cas, vous voyez, 303 logements. Quand on voit le temps que l'on met, et c'est pas faute de s'investir pour sortir des logements, pour mobiliser des bailleurs qui ont beaucoup de mal à sortir de leurs habitudes de création de logements, quand on a une opération de réhabilitation dans du privé et qui impose un quota de logements sociaux, les bailleurs, certains se font tirer l'oreille parce qu'ils sont fixés sur des questions de rentabilité, ce qui peut tout à fait s'entendre. Sauf qu'au final, on a les opérations qui ne sortent pas. Donc ça, c'est quand même un vrai problème et toutes les communes sur le territoire en souffrent. C'est pour ça que des bailleurs extérieurs au département viennent. Je pense à Isère Habitat, donc c'est le cas de cette délibération. Donc là, il s'agit de logements aidés en bail réel solidaire. Donc c'est 10 logements qui vont être créés dans l'avenue de Marlioz à la place des anciens ateliers Benedetti. Vous avez dû voir la promotion Sully Immobilier. Il y aura 2 bâtiments. Le premier, ça sera du logement social. Ils nous avaient demandé ce qu'on souhaitait. Donc, c'est 10 logements bail réel solidaire. C'est un système qui permet aux gens avec certains niveaux de revenus et des plafonds de revenus, mais qui sont déjà pas mal, qui correspondent plutôt à des logements avec des revenus intermédiaires, d'accéder à la propriété à un prix attractif. La spécificité du BRS, c'est le 2e projet sur le territoire. Il y en a 3 même, mais Combloux a lancé un projet également. Le premier est en travaux à demi-quartier. Et la spécificité du BRS, c'est que les gens ne sont jamais propriétaires de la part foncière de l'appartement. Donc en fait, ils versent une redevance à une structure foncière et ils peuvent tout à fait revendre leur logement un jour. Par contre, ils ne peuvent pas faire de plus-value extraordinaire comme on a vu sur d'autres dispositifs d'accession à la propriété.
il gagne l'indexation, l'évolution normale du coût du logement, mais il n'y a plus de plus-value mirifique comme on a pu le voir sur d'anciens programmes. Et donc voilà, ça permet quand même aux collectivités et aux financeurs de s'y retrouver et garder des logements qui restent dans la sphère de l'accession à la propriété. Les gens qui peuvent tout à fait vendre et ceux qui rachètent derrière doivent répondre aux critères de revenus de l'accession à la propriété. Donc il y a 10 logements de prévus, 9 sont déjà pré-réservés, peut-être 10 désormais. Et il faut savoir que les ménages qui arrivent, il y a des 3 ou 4 ménages passeront et le reste, c'est des ménages du pays du Mont-Blanc. Voilà, donc c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et on est plutôt content de le faire. Donc là, la convention qu'on vous propose, c'est de signer avec la Comcom Pays du Mont-Blanc cette convention pour bénéficier des 50 € par mètre carré construit au niveau de la Comcom Pays du Mont-Blanc, je prends ma casquette vice-président au logement, qu'on attribue soit pour locatif social, soit pour l'accession à la propriété. Donc là, c'est une surface de 698 mètres carrés, donc à 50 € le mètre carré. Ça fait quand même une subvention de 35 000 € pour le constructeur. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Voté à l'unanimité, merci. La délibération numéro 21, c'est exactement le même principe, sauf que là, on est sur un autre programme, un programme de réhabilitation de l'ancien Paracy au plateau, que tout le monde connaît, plateau d'Assy. Donc là, il y aurait 11 logements locatifs avec le bailleur Semcoda. Il y aurait 5 logements de type PLAI, donc dit très social pour les foyers modestes, et 6 logements en PLUS pour la catégorie du dessus, donc sur une surface de 700 mètres carrés. Pareil, on tombe sur approximativement la même subvention apportée par la Comcom de 35 000 €. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Voté à l'unanimité, merci. Et je précise qu'au plateau d'Assy, ces logements prendront place dans le Paracy que l'on connaît. Et un deuxième bâtiment est prévu à la construction par le promoteur qui sera en contrebas. Et là, ça sera pour du logement privé. Délibération numéro 22, ça doit être à Vanessa. Oui. Je vois que tu te prépares. Je suis prête. Alors, convention d'objectifs et de moyens pour l'organisation des accueils périscolaires associatifs. Donc, je vais me permettre juste une petite photographie, une petite vue du dessus. Vous voyez bien les accueils périscolaires qui sont présents sur la commune. Donc, on en a 3 communaux. Donc on a Graines de Malice au plateau d'Assy, Touche à tout à Chède, excusez-moi, et les Louveteaux à l'Abbaye. Les 3 autres, en fait, on en a 3 autres qui sont, eux, associatifs. Donc c'est l'objet de la délibération de ce soir. 2 seront concernés par la délibération de ce soir. Le 3e, c'est le FJEP. On a déjà retravaillé la convention l'année dernière. Donc ce soir, on vous propose un nouveau modèle de convention d'objectifs et de moyens, du coup, pour l'association Louptiou, qui, elle, s'occupe de l'accueil périscolaire de Marlioz, et le Coin des Coquins, qui se trouve à Cheflieu. Donc les conditions sont les mêmes. On a simplement intégré la notion de projet éducatif de territoire, tout nouveau de cette année, qui donne un cadre et les axes en fait de la commune aux associations. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ok, donc on peut passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Voté à l'unanimité, je vous remercie. Merci Vanessa, c'est important d'appuyer sur le PEDT parce que c'était à ton initiative avec les services et ce plan permet de cadrer et d'avoir beaucoup de transversalité sur les différentes actions et les différents thèmes. Il y a beaucoup de choses qui se faisaient, mais ça permet de regrouper un peu tout le monde et de faire travailler les acteurs ensemble. Donc c'est plutôt bien parti. André, allez, on parle sur la création de logements, vu qu'il y a notre ami Jean-Yves qui est en vacances. Création de logements. De l'emploi, pardon. Ressources humaines. C'est moi qui ai besoin de vacances. Mais je pense à Jean-Yves avec son manque d'oxygène. Là. Il est peut-être dans son question hyperbar à l'heure qu'il est. Alors, il s'agit d'une création d'emplois saisonniers pour la station de Plaine-Joux et pour la saison 2025-26. Et là, il s'agit d'un emploi de caissier à temps complet pour toute la saison. Alors, j'entre pas dans le détail. Est-ce qu'il y a des questions d'abord?
Ah, c'est noté caissier, mais on aurait pu mettre caissière, effectivement. Donc, qui est contre? Adopté à l'unanimité. Allez, Vanessa, c'est ton tour sur le référent handicap. Alors, oui, les deux prochaines délibérations, en fait, elles sont en lien avec le référent handicap. Donc, ça va être deux créations. Le poste jusqu'à cette année, c'était un contrat de projet en fait qui cadrait le poste de référent handicap. Et au courant de cette année, depuis cette année, c'est un agent, c'est un recrutement d'interne en fait, un animateur. Enfin plutôt une animatrice qui a pris du coup ce poste et qui donne entière satisfaction. Cette animatrice occupait un poste d'animation à temps complet. Donc aujourd'hui, il s'agit de créer le poste d'animation référent handicap, c'est la délibération numéro 24, et le poste d'agent d'animation à temps complet qui remplace en fait le référent handicap qui a quitté son poste. Je suis un peu perdue, mais j'ai l'impression que vous m'avez compris. Non, donc, tu peux réexpliquer, s'il te plaît. Donc, numéro 24, création d'un emploi permanent à temps complet d'agent d'animation référent handicap au sein du service éducation jeunesse. Si vous êtes d'accord, on le crée. Y a-t-il des questions? Enfin, des contre? Des abstentions? J'ai encore failli la faire. Aucune. Merci. Donc, voté à l'unanimité. Et pour la délibération numéro 25, création d'un emploi permanent à temps complet d'agent d'animation au sein du service éducation jeunesse afin de remplacer, du coup, notre nouveau référent handicap. Toujours pas de questions, j'imagine. Du coup, j'ai été claire. C'est bien. Donc, s'il n'y a pas d'abstention ni de contre, vote à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Vanessa, c'était pas clair du tout. Merci. Allez, délibération numéro 26, Patrick, pour les sports. Il marche pas le micro. Voilà, c'est bon. Bien, merci Annette. Donc bonsoir à tous, on est toujours dans la continuité de la création d'emplois. C'est la création d'un emploi permanent à temps complet d'agent d'exploitation des équipements sportifs au sein du service des sports, communément appelé gardien de gymnase, qui est quand même un terme un peu réducteur parce que leur fonction est quand même beaucoup plus vaste que garder un bâtiment. Donc cette création, elle doit nous permettre d'embaucher une personne pour remplacer une personne qui va partir en retraite. Donc à la suite de son départ en retraite, on supprimera le poste qu'elle détient. Donc c'est un remplacement, c'est pas une embauche supplémentaire. Donc voilà, y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, donc y a-t-il des contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Bon, il y a l'adjoint en finance qui a une remarque à faire. Tiens, Belguine, mets-lui le micro. Là, il est parti, là. Non, je voulais revenir un peu sur le référent handicap. Comme tu l'as dit, c'était, Vanessa, c'était un projet. Le projet s'est avéré concluant par le retour positif aussi bien du monde enseignant que des familles concernées. Et c'est pour ça que l'on le pérennise, ce poste-là, pour pouvoir poursuivre la démarche et s'attaquer ultérieurement à, par exemple, l'accueil méridien par la suite. Oui, je ne suis pas rentrée dans les détails, effectivement. Oui, tu fais bien de le souligner. Et en fait, donc je vais même aller plus loin. L'année qui s'est écoulée a été très dense sur ce poste, en fait. Il a surtout servi à recenser, à se présenter, à créer du lien et à proposer de la formation. Cette année,
avec l'excellent bilan en fait qu'a proposé l'agent, on va réussir à rentrer encore plus dans le vif du sujet et il y a un réel travail. C'est pour ça que en fait, aujourd'hui, on n'hésite plus et on crée 2 postes, le remplaçant et le nouveau. Ok, merci pour ces explications. Maintenant, c'est clair. Allez, on va passer la parole à Delphine. Oui, bonsoir. Donc la délibération concerne la création d'un emploi permanent à temps complet de chargé d'accueil et de production culturelle et c'est un poste qui est créé pour une personne qui sera censée intégrer la nouvelle école de musique et de danse, donc avec toute un ensemble de missions d'ordre administratif, d'accueil et puis voilà aussi d'accompagnement, déploiement de certains projets culturels et notamment dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle, un plan qu'on a déjà amorcé et qu'on continue d'étoffer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. Bah, tant pis, hein. Des oppositions? Je voudrais juste dire quand même que il y avait déjà un agent à temps partiel. Oui. Il y avait déjà des heures Oui. qui étaient effectuées. Oui, Donc, tout à fait. c'est pas une création ex nihilo complète. Ça vient comme un complément Tout à fait. de temps de Tout à fait. travail. Oui, il y avait déjà un poste existant pour cette partie administrative à l'école de musique. Et donc maintenant, ce sera pour l'école de musique et de danse à proximité du parvis des filles et avec des missions complémentaires. Donc. Et donc, est-ce qu'il y a des oppositions? Non, une petite question. Une question, Oui. bien. Oui. Est-ce que l'école de musique, elle est dans les temps et tout? Oui. 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 Et On est toujours basé. Dans le beau tempo. On est toujours basé pour la réception, fin des travaux pour fin janvier 2026. Donc, par rapport au programme initial, on a, je vais dire, 3 semaines de retard, quoi. Hein. Et sur un chantier de cette dimension-là, c'est quand même pas catastrophique. Et pour l'instant, au niveau maîtrise budgétaire, on est à moins de 1% d'augmentation de l'enveloppe. On touche du bois. Ah non, c'est vraiment, franchement, là, c'est... Allez, je dirais dans 15 jours, au niveau de l'étage où il y a toutes les salles d'apprentissage de la musique, il y aura déjà du mal de fait. Du bien, il voulait dire. Ça sera pas, on verra à quoi ça va ressembler. Et puis actuellement, par rapport à la partie extérieure, ben, on voit que les 4 façades sont aujourd'hui en revêtement de tuiles émaillées. Il y a 4 entreprises qui bossent différemment pour les poser. Et ça va, j'irai à un bon rythme. Donc, je pense que d'ici la fin du mois de novembre, il y aura les parties extérieures de terrassement, de remise en état des terrains devront être attaquées. Et je pense que pour la fin de l'année, on aura vraiment un rendu qui sera presque définitif de cette école de musique et de danse. Puis peut-être spécifier qu'on a refait également tous les locaux qui étaient en souterrain, là, ou qui ont été... c'est en cours, hein, suite à l'incendie de l'ancien FJEP, donc tout est repris, là. Donc, voilà, c'est quand même un budget conséquent de mémoire. Ouais, c'est... 160. Ouais, 140 000 euros, quoi. Mais ouais, l'électricité est faite et la ventilation est quasiment opérationnelle. Elle devrait être opérationnelle cette semaine. Après, il y a toute la partie remise en état des murs, des plafonds, et voilà. Mais structurellement, le gros du travail est déjà fait. Donc, ce qui veut dire que les associations pourront récupérer leurs locaux. C'est ça qui est important, hein, de stockage.
On avait prêté d'autres locaux, mais comme il y a toujours des demandes, ça permettra à tout le monde de se rapatrier là, donc ça sera positif. Ouais, Delphine? Non, mais je voulais faire voter la délibération parce que c'est pas fait encore. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions? J'ai déjà posé la question et il y en a pas. Des abstentions? Non, donc à l'unanimité, merci. Merci. Allez, dernière délibération qui concerne donc le recensement. Donc vous savez qu'on fait des recensements partiels, donc 8% des adresses de la commune sont recensées régulièrement. Donc là, c'est un partenariat qu'on mène avec l'INSEE. La délibération qu'on vous propose, c'est l'autorisation d'embaucher des agents recruteurs, pas recruteurs, mais agents recenseurs vacataires pour cette opération, donc qui aura lieu entre le 7 janvier et le 21 février 2026. Les trois conditions sont remplies par rapport à ce qu'exige la réglementation. La rémunération prévue, c'est 1050 € brut avec des suppléments possibles de 300 €. C'est un travail qui est extrêmement dur, qui demande une bonne organisation, qui est très prenant. On avait augmenté l'indemnité de mémoire déjà il y a 2 ans. C'est un réel travail et c'est très important pour les collectivités parce que ça permet d'avoir des données statistiques dont on bénéficie en premier, et notamment sur les dotations, donc il faut quand même le dire. Mais il y a énormément de données, alors ça peut paraître un peu confus des fois, mais en tout cas, sur les types de logements, sur les modes de chauffage, on parlait de qualité de l'air tout à l'heure, on sait via les recensements le type de chauffage qu'on a dans les habitations ou les dates des bâtiments. Voilà, donc c'est extrêmement important. Après, il y a des extrapolations, des moyennes statistiques qui sont faites. Je vous passe les détails parce qu'on ne les connaît pas. Ça, c'est les ingénieurs démographes de l'INSEE qui le font. En tout cas, à Passy, la commune, comme vous le savez, est très étendue. On a bien besoin de... On avait pris une 3e personne, déjà pareil, les 2 dernières fois. Et je pense que c'est pas trop. Donc voilà, on vous demande de nous autoriser à poursuivre le dispositif avec les modalités que je viens de vous présenter. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions? Non, il n'y a pas d'équation. Non, j'ai pas escamoté quoi que ce soit, non, c'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Votez à l'unanimité, je vous remercie. Alors, l'ordre du jour donc est épuisé. Il n'y a pas de questions orales des groupes de la minorité, donc je vais vous lire les décisions. Il y en a moins qu'il y a un mois. C'est parfait. Décision 122-25, c'est les déclarations d'intention d'aliéner, donc les refus d'aliénation pour un bien qui est au 899 avenue de l'Aérodrome à Marlioz. La décision 149-25, c'est une convention pluriannuelle avec le groupement pastoral de Portmenat. Donc ça, c'est celui de Servoz, il me semble. Lieu-dit la Tête Noire, ouais, c'est sur le secteur de Portmenat, la Tête Noire, le Laouchet, pour une durée de 3 ans. Comptée du 15 août, donc elle est un peu rétroactive, pour un loyer annuel de 79,52 €. La décision 164-25, station de Plenjou, création d'un bloc sanitaire. Donc vous avez sûrement dû voir, on crée des nouveaux sanitaires à côté de la salle Orsac parce qu'on est vraiment sous-doté en sanitaire, donc les travaux ont démarré. Ils sont même un peu en avance. C'est le lot 1, démolition, terrassement, gros œuvre, raccordement, on garde les pierres apparentes bien entendu. Donc le marché conclu avec l'entreprise Abbé Joseph, basée désormais à Salange, qu'on connaît bien, pour un montant de 25 772,46 €. La décision 165-25, donc j'en profite pour dire qu'il y aura 2 phases de travaux sur ces sanitaires. Le gros œuvre avant l'hiver et la finalisation dans le reste du chantier qui interviendra après les mars, je crois, à la fin. Et ensuite, on attaquera la rénovation des sanitaires existants et cela, on les fera en régie avec nos équipes propres parce qu'on a trouvé un plombier, on est bien content et il travaille bien, mais pas que. Donc, on a l'ensemble des corps de métier qui interviendront sur les sanitaires que l'on connaît. Décision 165-25, c'est le dépôt d'un permis de démolir pour un bâtiment ici au 85 rue de Charbonnière, donc à proximité du parking sous la place Théophile Vallet au plateau d'Assy. L'ancienne garderie, donc dans laquelle on abrite pour le moment une association, donc il faut qu'on lui trouve un nouveau local pour mettre la brasserie des Fils.
Donc, il faut qu'on lui trouve un local, il faut qu'on regarde ce qui a été proposé. Et la décision 166-25, c'est une convention de prise en charge du colisage des bulletins de vote destinés au bureau de vote à l'occasion des élections municipales 2026. Donc, c'est une convention avec la préfecture de Haute-Savoie. Voilà. Pour revenir au parking, la démolition, juste pour vous dire que c'est dans ce que j'expliquais tout à l'heure, l'ancienne micro-crèche, on va gagner quelques places de parking en dessous de la place Théophile Vallet. Et l'objectif, c'est de créer un escalier qui permettra de relier la place Théophile Vallet à cette zone de stationnement qui est un peu cachée, mais on agrandira la surface, voilà, pour maintenir absolument le même nombre de stationnements dans le périmètre. Vas-y Alain, qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, juste une petite réflexion par rapport à la création des sanitaires à Plaine-Joux. Il est bien dommage que ça n'a pas été prévu, notamment quand il y a eu la construction d'une coursive qui a coûté quand même 617 000 € hors taxe. Voilà, c'est dit. Ça c'est clair. Avec la fréquentation qu'on a là-haut, c'est vrai qu'on en avait bien besoin. Allez, quelques infos, une information qui va intéresser beaucoup de monde au plateau d'Assy. Donc, c'est l'arrivée annoncée du docteur Schwartz. Donc, il sera le 2e docteur de la maison médicale, annoncé pour le 12 novembre. Alors, le docteur pourra pas exercer 5 jours sur 7 tout de suite parce qu'il est encore en poste au SMUR de Lyon. Il est sur les hôpitaux de Lyon de mémoire. Donc, il va faire une arrivée progressive, quelques jours par semaine dans un premier temps. Il y aura priorité aux patients, ceux qui ont vraiment le plus besoin, et notamment ceux qui n'ont pas de médecin traitant. Voilà, en tout cas, on lui souhaite la bienvenue. C'est quelqu'un qui a un très bon contact, et je pense qu'il va se plaire au plateau d'Assy. Et puis, donc il sera installé dans la maison médicale. Donc, on a désormais 2 médecins généralistes et qui seront dans quelques mois, je l'espère, à plein temps. Une information concernant Clémence Boudin, qui est notre petite, non, elle est grande quand même, mais qui est hockeyeuse, et qui est supportée par la commune dans le cadre du programme de sportifs de haut niveau, qui a été sélectionnée à plusieurs reprises pour participer aux tournées des équipes de France de hockey. Et puis là, elle vise désormais une place dans l'équipe de France de hockey. Elle sera assez grande pour être dans l'équipe de France pour les JO de Cortina en février 2026. Je pensais à 2030. Non, c'est 2026 Cortina. Donc là, elle a l'âge. Ce serait une première pour la commune, parce qu'apparemment, on n'a pas eu de sportif aux JO, à part Fedo, non? Gilles Fedorov qui a fait les JO, en vélo de route. Ouais. Donc, ça serait la 2e, en tout cas la première femme pour le moment. Une information concernant la fréquentation touristique. Donc, vous savez qu'on a mis en place une stratégie touristique avec André Timjot depuis le début de mandat et la commission tourisme pour développer le tourisme familial à Passy, engager une reconversion des lits médicaux au plateau d'Assy et encourager le développement autour du patrimoine culturel et puis également artistique et architectural, mais aussi naturel, parce qu'on a notre réserve et un terrain extraordinaire à Passy. Donc là, on a eu les bilans de l'été 2025 sur l'ensemble du pays du Mont-Blanc qui est plutôt bon, voire très bon, et à Passy, il est même excellent, parce qu'on a eu une fréquentation record au niveau estival de 143 300 nuitées, qui est en hausse de 5,5% par rapport à l'année dernière sur la même période, qui elle-même était déjà en très forte hausse par rapport à l'année précédente. Donc on va dire qu'il y a un réel engouement. On bénéficie tous de l'effet post-Covid avec une très forte accélération du tourisme d'été et sur l'ensemble des destinations montagne. Mais il faut quand même le préciser, avec son attractivité estivale, on a 4 campings à Passy. Aujourd'hui, les nuitées hiver plus été, c'est 54% des nuitées globales sur la commune. Donc c'est une part importante également au niveau du pays du Mont-Blanc, en sachant que la saison d'été est quand même beaucoup plus courte que l'hiver. On va dire que le gros, c'est 14 juillet, 15 août, et on prend un peu les ailes de saison, ça fait 2 mois et demi. On a 13% de nuitées supplémentaires par rapport à 2024, notamment grâce aux 4 campings. Donc on a 3 campings, on a parlé du camping des îles, qu'on a redélégué. Il y a également 2 campings privés à proximité, l'Écureuil qui est sur terrain communal mais qui est géré par une société, et puis l'air naturel de Plaine-Joux qui est géré directement par la commune, où cette année on est encore à 64 000 € de chiffre d'affaires. Donc on est dans les mêmes jauges que l'année dernière, en sachant qu'on a plus que doublé le chiffre depuis notre arrivée en 2020, avec des moyens supplémentaires et puis des aménagements supplémentaires.
Surtout, le site est extraordinaire et il plaît à beaucoup de monde. Donc là aussi, il va falloir penser à créer des sanitaires supplémentaires si ça continue. Donc voilà, des bons chiffres touristiques, de la fréquentation touristique, un bon travail de l'Office du tourisme également. Hein, c'est une vue globale. Donc, et là, les prévisions de remplissage pour l'hiver sont excellentes pour le pays du Mont-Blanc. On a plutôt des très très bons taux, sauf peut-être la première semaine de février de la zona. Mais même pour janvier, c'est pas trop mal. Les vacances de nos amis étrangers concordent bien. Et puis de bons taux pour décembre, Noël et jour de l'an. Voilà, en espérant qu'on ait de la neige au bon moment. Et ça sera le scénario presque idéal. Allez, il est 21h01. Je déclare la séance du conseil, 21h pile. Je clôt le conseil. Je vous invite à boire le verre de l'amitié au bar, juste derrière Patrick.